Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Ouvre ton jeu. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Je vous rappelle que les épisodes, vous pouvez les voir d'avance sur Patreon. Il y a différents niveaux. Il y a un niveau où on peut échanger ensemble. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous là. Vous allez trouver Ouvre ton jeu. Sinon, sur le Marie Club, qui est l'espace payant, qui est une plateforme payante où on retrouve un paquet de choses, dont un club de lecture, des ateliers sur plein de sujets, où j'ai décidé un peu de faire ce que je faisais à la télé, mais de le faire sur le web. On a une grande liberté. Je suis accompagnée de Sophie Préjean, Maude Guérin et Guylaine Tremblay à travers l'animation et aussi le club de lecture. Et si vous êtes membre du Marie Club, vous recevez les épisodes une semaine à l'avance et ce, sans publicité. Et soyez assurés, Ouvre ton jeu restera toujours gratuit sur toutes les plateformes, dont YouTube et toutes les plateformes qui existent de diffusion de podcasts. Ça, pour nous, c'est important que ça reste disponible pour tous. Et comme vous le savez, en débutant, c'est-à-dire chaque épisode, j'aime ça vous lire quelques commentaires par rapport aux épisodes ou encore quand on joue avec ses amis. On a Dominique qui parle de l'épisode d'Élisabeth Rioux, d'ailleurs, qui a été écouté par vraiment, vraiment beaucoup de monde. On a eu énormément de commentaires. On a des extraits qui ont été vus près de 400 000 fois de cet épisode-là. Alors, Dominique nous dit « Merci Marc-Claude, grâce à ton attention, à ton ouverture, cette jeune femme a pu libérer sa parole, même si cela reste difficile. » Bien, elle en avait déjà parlé avant quand même, mais je pense qu'ici, elle a pu en parler davantage. Bravo à Elisabeth pour son courage et son honnêteté. Je lui souhaite de retrouver sa capacité à faire des choix essentiels pour se sentir entière, complète. J'ai beaucoup aimé apprendre la démarche artistique qu'elle poursuit dans son travail. J'aime ça parce que Elisabeth, c'est une influenceuse, une femme d'affaires qui est toute jeune, qui a pas 30 ans, qu'on connaît. Il y en a qui la connaissaient, donc qui la connaissaient moins, mais d'aller plus loin que l'image, des fois qu'on peut avoir, mais de comprendre qui elle est. Puis comme elle s'est vraiment ouverte sur la violence physique et psychologique, cela a fait beaucoup d'écho chez plusieurs personnes qui nous ont regardés. On a eu beaucoup de commentaires. Alors, merci de partager. Et il y a des gens aussi qu'on a référés vers des centres d'aide suite à cet épisode-là parce que il y en a pour qui ça a ouvert des blessures ou encore il y avait des grandes prises de conscience. Et là, je parle du jeu. Il est enfin disponible partout au Québec. On a eu une petite période à vide où ils avaient tous été vendus. Il en manquait. Alors là, on est revenu. Donc, il n'y a plus d'inquiétude. Il y a Catherine qui nous dit 3 jours avant la fin des vacances, j'amène sur le bord de la plage le jeu de table. Pensant bien connaître mon ami, mon chum, une réelle révélation. Je pensais connaître mon ami de 25 ans d'amitié. Tant de choses se sont dites, autant chez nos chums que pour nous. Et que dire de mon ado? Il nous a parlé, il a ouvert son cœur, partagé ses émotions, ses peurs, ses craintes, ses joies. Alors, c'est ça que ça fait, le jeu Ouvre ton jeu. C'est vraiment incroyable. Et quand on l'a fait devant public, on a reçu des gens de la salle. On a fait des Ouvre ton jeu express où ils répondaient à une question. Puis en 5 minutes, c'est fou ce qu'on apprenait chez des gens qu'on connaissait pas, puis on avait envie de les connaître davantage. Donc, ça fait son effet. C'est vraiment incroyable que les gens jouent avec autant de bienveillance et écoutent. J'adore lire ces messages-là. Je veux vous dire qu'évidemment, ce podcast-là, je ne le fais pas seul. J'ai Caroline Dionne qui est à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Étienne Collard à la captation. Ils sont toujours là avec moi. On est une petite équipe qui travaillons fort. Puis on est très fiers de vous présenter chaque semaine, parce que ça n'arrête jamais, un nouveau podcast. Évidemment, sans mes partenaires, je ne pourrais pas vous présenter le podcast sur les plateformes gratuitement. Alors, c'est important que je les nomme. Karine Jonca, plus de 1000 points de vente au Québec. Si vous vous rendez en ligne sur le site de Karine Jonca, vous pouvez rentrer « Ouvre ton jeu 15 » comme code promo. Vous aurez donc 15 % de rabais sur votre achat. Je le dis, c'est en ligne parce que des fois, les gens disent « Oui, je suis allé au magasin, ils n'étaient pas au courant », mais il faut vraiment aller sur leur site web. Même chose pour Eros et compagnie. Vous vous rendez sur leur
leur site web. Avec le code promo ROSE 15, vous avez 15 % de rabais sur un achat. Et Opto Réseau, c'est un grand solde annuel jusqu'à 50 % de rabais sur plusieurs montures, et ce, du 4 novembre au 10 janvier 2025. Je les remercie à ces fidèles partenaires parce qu'ils font une différence. Et sur ce, je vais vous laisser sur un gars que j'ai connu quand il a commencé, ça doit faire une dizaine d'années. Son parcours m'avait vraiment rentré dedans. Je l'avais reçu à Deux fils le matin où on parlait de dépendance. Il arrivait de loin. Au moment où le podcast va passer, là, ça va faire 16 ans qu'il est sobre. Et on sait pour quelqu'un qui passe à travers toutes ces étapes-là, pour quelqu'un pour qui la dépendance est un enjeu, chaque jour, chaque année est souligné parce que c'est important de le dire, parce que chaque jour est un enjeu dans lequel on pourrait encore sombrer dans la dépendance. Donc, je suis fière de le rencontrer pendant cette période-là. Je viens d'aller voir un de ses spectacles. J'ai adoré. C'est quelqu'un qui a fait sa place, je trouve, rapidement au sein de notre culture québécoise. C'est quelqu'un dont on n'a pas envie de se passer. Et je parle de David Goudreau. Alors, je vous laisse à cet épisode-là maintenant. En même temps, l'alcoolisme, c'est ce qui m'inquiète le plus pour mes enfants. La dépendance, disons la dépendance, parce que c'est beaucoup plus que l'alcool. Moi, l'alcool, c'était ma drogue de choix, mais après, j'avais une belle ouverture d'esprit, puis il m'est arrivé de consommer des choses. Je n'ai aucune idée ce que j'ai pu fumer ou consommer, mais en même temps, paradoxalement, on peut se rétablir de ça, tu sais. On n'en guérit jamais, mais on peut s'en occuper, on peut se rétablir, la vie peut retrouver du sens, on peut même créer des liens à travers ce mal-là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un pour qui les mots ont fait une différence dans sa vie et font aussi une différence dans nos vies quand on les entend par sa voix ou par son écrit aussi. Je suis très, très contente de le recevoir parce qu'il est beaucoup de choses en même temps. C'est quelqu'un qui s'est inscrit rapidement dans notre milieu culturel québécois. Puis on dirait qu'il a fait sa place parce qu'on ne pourrait plus s'en passer. Je parle de David Goudreau. Bienvenue, David. Salut Marc-Claude, merci pour cette magnifique présentation. Écoute, j'aurais pu en dire tellement plus, mais je sais qu'on va se parler. Mais c'est vrai, David, t'es arrivé, puis on dirait que tout de suite, on est tombé en amour avec toi. T'avais quelque chose à apporter, quelque chose à dire. T'es venu brasser des affaires aussi dans nos propres croyances. Mm-hmm. Ben, merci. Ce n'est pas la perception que j'en ai. Puis je pense que pour beaucoup d'artistes qui arrivent finalement à émerger, on a conscience, nous, du travail derrière. T'sais. Fait qu'un artiste émergent, c'est souvent un artiste qui travaille fort depuis 10 ans. C'est ça. Mais oui, mais c'est pour ça que tu étais prêt quand tu es arrivé aussi. Peut-être. Est-ce qu'on peut être prêt à cette vie-là, cette carrière-là? Je ne sais pas, parce que c'est tellement pas naturel. Il y a quelque chose de très, très particulier dans la vie publique, pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, moi, honnêtement, je me sentais pas prêt. Je ne crois pas que je le suis encore. Je suis pas toujours à l'aise non plus. Par contre, je crache pas dans la soupe. Il y a des choses merveilleuses qui viennent avec la vie publique, de pouvoir être entendu, de défendre des idées, de pouvoir aussi aider ou juste faire sourire des gens. Ça demande parfois peu de temps, peu d'efforts, puis c'est super efficace parce que les gens ont pris le temps de lire tes romans, ton vu à la télé, peu importe, puis là, tu deviens significatif pour une raison ou une autre, puis tu prends le temps de les saluer ou de jaser avec eux. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Par contre, être toujours dans l'œil du public, de la caméra, de la critique et tout ça, honnêtement, ça me déplaît. Puis, le côté intime du travail social me manque, parce que j'ai été longtemps avoir 2 carrières parallèles, comme travailleur social et comme artiste en même temps. J'écrivais déjà beaucoup, je faisais des scènes et tout. Mais le côté 2 personnes comme ça qui se parlent, qui s'entraident ou qui s'aident dans une relation d'intervenant-aidé, sans les caméras, ça me manque des fois. Ah oui, hein? Mm-hmm. Moi, je suis allée voir ton spectacle. C'est quoi le titre, le dernier spectacle? En marge du texte. Ouais, T'as-tu aimé ça?
ben, je voulais en parler justement ici avec toi. Ben, ça fait longtemps déjà quand je te lis, ton écriture des fois vient nous chercher, mais fait du bien en même temps parce qu'on apprend quelque chose. Et ton spectacle, c'est un mélange de poèmes, c'est un mélange avec de l'humour. Il y a beaucoup de choses quand on va te voir. J'ai l'impression que dans ce spectacle-là, on rentre vraiment dans ton univers à toi. Tu nous amènes chez toi. Qui est la scène dans ce cas-là, mais à travers tes histoires, moi, j'ai beaucoup apprécié. Parce que tu nous donnes ce privilège de se sentir intelligente. Quand Ouais. Ben, Paul Valéry, le poète, disait « Le génie, c'est celui qui m'en donne. Ben, » Quand on se sent inclus dans une œuvre, quand on doit embarquer, faire un effort, puis finalement partager, c'est les meilleures œuvres d'art là, dans ce temps-là, là, quand je sens que ça m'apporte quelque chose puis que j'embarque dans le projet. Là. mais tellement, parce que moi, j'étais dans ton histoire, puis tu sais, quand ça finit, j'étais, c'est déjà, on dirait que je me souvenais plus du temps qui venait de se passer. Mais tu as une capacité, tu sais, déjà, je me disais, comment tu fais pour apprendre autant de poèmes, de citer quelqu'un avec autant de facilité? Je suis travaillant, c'est tout. C'est peut-être ma plus grande qualité. Là. Je suis vraiment très travaillant. Les gens pensent que j'ai une grande mémoire, mais dans les faits, depuis la Coupe du monde de poésie en 2011, quand j'ai décidé de professionnaliser finalement ma carrière, je me suis dit que j'allais pratiquer au moins 10 poèmes par jour à tous les jours de ma vie. Puis d'ailleurs, ça fait partie de l'héritage que je veux laisser à mes enfants. Il va y avoir peut-être quelques objets, un peu d'argent, mais il y a surtout, à travers les boîtes de photos, les calendriers de chaque année depuis 2011, où à chaque jour, j'ai coché 10 fois pour les 10 poèmes que j'ai pratiqués. Quand je peux pas une journée, j'en pratique 20 le lendemain. Quand je peux pas une semaine, j'en pratique 70 sur la route le samedi en montant au spectacle. Mais je pratique au moins 10 poèmes par jour pour pas oublier les anciens, apprendre les nouveaux. Fait que j'ai au-dessus d'une centaine de poèmes dans la tête, autant Félix Leclerc, Marie Huguet que les miens. Puis les spectacles à travers ça que j'apprends, mais c'est vraiment du travail. Tu sais, je pense pas... Ben, oui, forcément, il y a une mémoire qui s'entraîne avec le temps. Mais j'imagine. Mais j'ai pas un don mnémonique, là. C'est vraiment du travail. Parce que t'as jamais d'hésitation. Oui, ça peut arriver. Ah oui? Oui, dans les premiers spectacles. Mais en fait, là, avec ce spectacle-là, où j'ai eu de l'hésitation, puis je me suis fait souffrir des fois, je me dis, pourquoi je me fais vivre ça, tu sais? C'est le piano, parce que là, j'ai ajouté le piano, là, tu sais. Justement, Ça, c'est difficile. Je suis tellement pas un pianiste, là. Je pianote. Puis quand ça marche la plupart du temps maintenant. Les premiers spectacles, là, c'était désastreux. J'ai de la misère. Dans la foule, il paraît que c'était pas si pire, puis les gens trouvaient ça mignon que je me trompe, ça m'humanise. Mais moi, sur scène, écoute, j'en avais des sueurs froides. Parce que tu fais pas seulement jouer du piano. Ben, à un moment donné, j'improvise. T'improvises en même temps. Ouais, ça, c'est le bout le plus difficile du spectacle. Ça, c'est le bout. T'improvises, donc ta tête est dans ton improvisation parce qu'avec des mots que les gens te donnent et tu joues aussi du piano. Ouais. Mais tu joues bien du piano. Moi, j'étais pas mal improvisée, honnêtement, David, que tu t'es mis au piano, en fait, pour ce spectacle-là. C'était ça l'objectif dès le départ? Je connaissais rien du piano quand j'ai décidé de faire ce spectacle-là, quand j'ai su que Spectra allait m'épauler, que ça allait être une vraie production avec un technicien, de l'audio, de l'éclairage, tout ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais ajouter à ce spectacle-là? Et là, j'aime tellement la musique, puis j'ai fait des projets, j'ai fait des albums. Mon dernier album, Le Nouveau Matériel, il était écœurant, là, coproduit avec Manu Militari. On n'en a presque pas vendu. Il n'y a pas eu la couverture qu'il méritait, mais c'est correct parce que c'est un bel album, j'en suis extrêmement fier. Puis j'ai collaboré avec plein de musiciens. Mais moi, je ne jouais pas de musique, mais j'aime la musique, puis j'aime collaborer avec des musiciens, puis j'aime écrire des chansons, monter des projets, tout ça. Et là, je me suis dit, bon, ben c'est l'occasion, nouveau spectacle, j'apprends à jouer du piano, je mets des notes là-dessus, je vais faire des cours privés, je vais me pratiquer, je m'achète un piano et Manon Blouin, prof de piano exceptionnelle, une grande dame d'une patience incroyable qui m'accompagnait à la fin, là, c'était des 2 heures par jour, à tous les jours que je pratiquais, elle venait chez moi pour m'aider. Et j'ai découvert donc que oui, je peux jouer de la musique. Je me considère pas comme un musicien, je me considère pas comme un pianiste, mais bon, je sais les notes, j'ai appris quelques morceaux, je mets des poèmes dessus. Puis certains sont, je dois le dire, ça marche. Tu sais, le poème de Anne Hébert que je mets sur une musique de Gabriel Fauré, c'est comme wow, tu sais, quand j'ai trouvé ce poème-là qui allait avec cette musique-là,
c'est l'épiphanie. Là. Moi, je suis dans mon salon, je dis, OK, oui, tu sais, ça marche, ça rend honneur au texte, ça magnifie les mots, tu sais, d'Anne Hébert. Donc, oui, allons-y, tu sais. Puis bon, il y a 5 petits morceaux comme ça. Donc, tu vois, ça, c'est un défi au niveau de la mémoire, tu sais, retenir toutes ces notes-là, apprendre à jouer en 1 an. Ça a été un vrai défi. Puis ça n'a pas été facile, tu sais, je te mentirai pas. Puis les premiers spectacles, quand j'ai découvert, d'ailleurs, une vraie pianiste m'a dit, oui, ça, c'est normal, quand tu joues devant le public, c'est pas la même chose. Mais moi, il n'y a personne qui m'a informé de ça. Là. Fait que je jouais devant ma blonde, mes enfants, tout. OK, je suis presque prêt pour le spectacle. Allons-y. J'arrive devant 600 personnes. Pling. Je dis, wow, c'est pas la même chose, tu sais. Donc, ça a quand même pris, heureusement, il y a des spectacles de rodage. Puis là, j'ai appris à me faire confiance. Puis maintenant, j'ai du plaisir à jouer. Puis quand ça marche, ça ajoute quelque chose. Mais c'est ça, je trouve que ça apporte une dimension intéressante à ce que tu fais. Vraiment, c'est un super spectacle. Là. C'est un spectacle qui fait du bien. Et moi, Puis il n'y a pas de malaise. On est juste bien dans ton spectacle, tu sais. Merci. Puis on t'écoute, on apprend. Moi, j'ai appris des affaires sur toi. Peut-être qu'on va en reparler à travers le jeu. Mais... Et la première partie, à quel point c'est merveilleux. Geneviève Rioux qui vient déclamer son magnifique... Mais ça m'a rentré dedans. Ben oui, c'est là pour ça. J'espère que ça rentre dedans. Elle raconte qu'elle s'est fait poignarder 18 fois et qu'il a fallu qu'elle se batte avec un débile, un agresseur pour survivre. Quand elle arrête pour le dire, parce qu'au début, elle commence, après ça, elle arrête, je m'appelle Geneviève Rioux, j'ai été agressée, laissée pour morte à Sherbrooke. Et là, c'est comme, attends, là... C'est bouleversant. Et Geneviève Rioux, c'est aussi ton amoureuse. Absolument. C'est ma conjointe depuis 4 ans. À peu près, ça fait 5 ans que je l'accompagne dans ses projets littéraires. Puis depuis 4 ans, on est en couple. Faut savoir aussi que cette semaine, enfin, son roman est disponible en précommande. Ça, c'est vraiment il s'appelle comment, son roman? Même pas morte. Il faut absolument lire ça. On a tellement travaillé. Geneviève, surtout, a tellement réécrit, retravaillé. Il a fallu qu'on se batte pour des enjeux légaux. Il a fallu qu'elle soit d'une force incroyable, encore une fois, juste pour pouvoir utiliser son expérience de victime, mais elle n'est pas une victime. Là. C'est vraiment une survivante, une guerrière. Là. On parle quand même d'une tentative de viol d'un gars cagoulé qui saute dessus chez elle, puis qu'elle elle botte carrément, elle dit décalisse, puis il saute dessus, puis elle poignarde. Elle se bat sur 2 étages, 18 coups de couteau, laissée pour morte. Elle survit. Et elle a réussi à en faire un magnifique recueil de poésie sur Vivace, disponible chez Mémoire d'Encrier. Et elle a transformé ça en fiction. Elle a réussi à en faire un roman, mais évidemment, en puisant dans sa vérité. La fiction est toujours une façon de dire une vérité aussi, en puisant dans son vécu. Oui. Et là, il fait un roman. Puis ça se lit tout ça. Là, j'ai eu la chance de collaborer au travail d'édition, puis je l'ai relu plusieurs fois, puis à chaque fois, je trouvais d'autres couches de sens, puis j'étais comme, wow, OK, ça marche. C'est sûr qu'on va en parler dans le Marie Club. Le Marie Club, on a un club de lecture, et c'est clair qu'on va en parler parce que c'est faut, justement, mettre ces histoires-là de l'avant, de survivantes, comme tu dis. Exact. Alors, voici le jeu. Tu as les cartes vertes qui sont des cartes d'ordre général. C'est moi qui commence. Vérité aux conséquences. Oui, c'est ça, tu sais. Les cartes jaunes, c'est des cartes qui commencent à être un peu plus personnelles. Les cartes rouges, on arrive plus dans la zone intime et personnelle. Carte Eros et compagnie, tu auras compris, c'est sensuel et sexuel. Et j'ai toujours... j'ai pas ma carte Joker. Oh, mais je vais la prendre quand même. Ah, c'est bizarre, ça. On va peut-être me trouver une carte Joker. Je vais utiliser le... Il me manque une carte Joker. Et on a la carte Opto Réseau qui est... c'est toujours une façon de bien finir le podcast. Alors voici, on me donne la carte... Merci Caroline pour la carte Joker. Donc, à n'importe quel moment, David, tu peux me demander... je peux te poser une question, dire « OK, c'est correct, on passe à l'autre » et je vais t'écouter. Je vais changer. Donc, on commence en brassant. Là, je dis brasser, mais il faut le faire son gros un peu. Tu m'en donnes 5. Je vais te les lire. Et j'en choisis une. Oui, puis après ça, j'en choisis une. Donc, on va répondre à 2 questions vertes. Voilà. Non, tu m'en donnes 5. Ah, juste 5. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en mets 3 de côté. Voilà. Alors, à quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quel est le défaut que tu ne voudrais donner à personne? Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Wow, c'est tout bon, ça. Donc,
C'est un podcast en 8 épisodes. Oui, c'est ça. OK. Mais tu réponds à seulement, tu sais, t'en choisis une dans celle-là. Là. Donc, l'endroit que tu sens en pleine possession de tes moyens, quand je me regarde dans le miroir, je vois sur quel trait de caractère as-tu dû travailler, quel est le défaut que tu ne voudrais donner à personne et quelle place prend l'amitié dans ta vie. Wow. OK. Il y a une carte où je pourrais aller facilement, donc je vais en choisir une autre. Ça va être le défaut que je voudrais donner à personne Ouais. et que je ne voudrais pas donner à mes enfants et qui me préoccupe, évidemment. C'est la dépendance. C'est l'alcoolisme, la toxicomanie, ce grand vide intérieur. Je crois que le véritable mot d'ailleurs, c'est la déréliction, ce sentiment de déconnexion morale et spirituelle avec le monde, le fait de se sentir tellement seul et tellement mal que tu as besoin de te geler ou de boire. J'aimerais tellement que mes enfants n'aient pas à vivre ça. Ça, c'est une inquiétude que j'ai. Surtout que la maladie de la dépendance, il y a une part d'hérédité. T'sais. Il y a des... On le sait, là, c'est manifeste, on le voit. Il y a un bout que tu vas le développer ou pas selon ce que la vie va te donner, comment tu vas réagir aux difficultés de la vie. Mais il y a aussi une prédisposition. T'sais. Tu peux avoir beaucoup d'alcooliques ou de dépendants dans une famille, comme tu vas avoir beaucoup de troubles bipolaires dans une autre. Ou, on a tous des espèces de failles au niveau de la santé mentale qu'on développe ou pas. T'sais, moi, c'est ma vision de la santé mentale, c'est ça. C'est que tu es prédisposé pour certains troubles. Si tu as besoin de prendre des mécanismes ou que ça te plonge dans des vulnérabilités puis que tu tombes dans ces travers-là, malheureusement, souvent, ça s'installe après. Il y a un pli qui se fait puis tu es pogné avec longtemps. T'sais. En même temps, j'ai eu d'autres difficultés dans la vie, d'anxiété, d'attachement, d'apnée du sommeil, peu importe. Mais en même temps, l'alcoolisme, c'est ce qui m'inquiète le plus pour mes enfants. La dépendance, disons la dépendance, parce que c'est beaucoup plus que l'alcool. Moi, l'alcool, c'était ma drogue de choix, mais après, j'avais une belle ouverture d'esprit, puis il m'est arrivé de consommer des choses, j'ai aucune idée ce que j'ai pu fumer ou consommer, mais en même temps, paradoxalement, on peut se rétablir de ça. On n'en guérit jamais, mais on peut s'en occuper, on peut se rétablir, la vie peut retrouver du sens, on peut même créer des liens à travers ce mal-là. Et j'ai vécu de très belles choses en rétablissement dans les 16 dernières années. T'sais. Ça fait 16 ans cette semaine que j'ai arrêté de consommer. Là. Fait que j'ai vécu des choses magnifiques, mais j'ai vécu des choses vraiment rough aussi. Parce que la dépendance, c'est pas juste de consommer. T'sais. Ça vient avec beaucoup de failles, de comportements. T'sais, souvent que les dépendants ont en commun. Beaucoup de susceptibilité, des problèmes avec l'estime de soi, obsession, compulsion, de la difficulté à évaluer comme il faut ce qu'on ressent, ce qu'on vit, comment l'exprimer, tout ça. Donc je sais que c'est un mal qui prend beaucoup de place, mettons, dans une vie. Fait que je le souhaite pas à mes enfants. En même temps, je me dis, si jamais ils tombent dans la dope, dans l'alcool, dans le jeu, peu importe la dépendance qu'ils pourront développer, ben ils m'ont vu me rétablir aussi. T'sais. Puis j'ai des amis, ils savent, ils connaissent leurs histoires. T'sais. Mon oncle, un tel, il a fait de la prison, un autre qui consommait aussi, lui qui est rayonnant, ou elle qui est généreuse avec nous. C'est une amie de papa qu'il a connue parce que il s'est rétabli. T'sais, donc, puis ça, c'est quand même une grande fierté aussi dans ma vie. Là. Mes enfants m'ont jamais vu en état de consommation. T'sais. Mes enfants ont jamais vu mon regard vide, détaché, sous, tombé, peu importe. T'sais. Puis ça, c'est une grande fierté. Puis c'est un grand facteur de protection pour y retourner. T'sais. Parce que je suis pas guéri. Là. J'ai soif souvent. Puis des fois, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Je me colle sur eux. Je me colle sur mes enfants. Moi, c'est vraiment ma raison de vivre.
J'appelle des amis en rétablissement. Je reprends quelques lectures qui m'ont aidé. Je me repasse quelques phrases qui m'ont aidé. Puis j'attends que ça passe. T'sais. Ça passe. Il y a absolument... Puis rendu là aussi, puis c'est l'avantage de faire du temps. T'sais. Parce que c'est pas facile d'arrêter de consommer. Puis les premiers temps, c'est encore plus difficile. Mais une fois que tu as vécu... C'est ta première année sans consommer. Bon, fait que là, tu as fait Noël, la Saint-Jean, ta fête sans consommer. Après, tu continues à vivre. OK, là, tu as vécu des ruptures sans consommer. Après, tu continues à vivre. OK, là, tu as vécu une tempête de marde, une controverse, des troubles avec ton char. Tu n'as pas consommé. Toutes des raisons qui t'auraient amené à consommer. Absolument. Fait que là, tu te retrouves, bon, là, il y a encore quelque chose qui me donne soif, mais soit je l'ai vécu, soit j'ai vécu pire, soit j'ai vécu autre chose, puis j'ai pas consommé. Je vais-tu aller scraper tout ce temps-là, tout ce rétablissement-là, est-ce que je vais prendre la chance d'y aller aussi? Parce que je peux en crever, là. C'est une maladie mortelle, là. Moi, j'ai plein d'amis qui en sont morts, puis des histoires tristes, là, incroyables. Puis, tu sais, puis comme travailleur social, j'en ai entendu aussi des centaines. Mais ça tue, tu sais. Puis j'en ai des très bons amis, des personnes qui se rétablissaient, qui étaient abstinents de cette maladie-là, puis que je pensais qu'elle allait faire un long bout sans consommer, qui ont rechuté puis qui sont morts. Plusieurs. Donc, est-ce que je peux me permettre de prendre cette chance-là? T'sais? Moi, est-ce que je vais pouvoir revenir? Parce qu'il y en a qui reviennent. Souvent, ils reviennent dans le rétablissement, ils arrêtent de consommer, mais c'est plus difficile. T'sais, cette espèce de grâce que tu as, qui d'ailleurs, moi, me fait croire à une puissance supérieure. Mon expérience la plus spirituelle, la plus ésotérique de toute ma vie, c'est le jour où j'ai capitulé, puis j'ai dit, OK, je suis indépendant et j'ai besoin d'aide et il faut que je confie ma vie à quelque chose de plus fort que moi. Puis l'obsession de consommer m'a été enlevée. T'sais. L'envie passe, mais j'ai plus l'obsession. Hey, à l'époque, je me réveillais la nuit, j'avais une horloge biologique dans le corps. Ma paye rentrait le mercredi à minuit. Puis même si je m'étais magané du vendredi au mardi, puis que le mercredi, là, enfin, je me sacrais à paix un peu, puis je me disais, OK, à soir, je dors. De toute façon, j'ai pas le choix, je tremble, puis je me rendrai pas, tu sais. Puis je suis au lit à 8 heures. Ben, à minuit et quart, je me réveillais et je savais que la paix était rentrée. Et puis là, Puis je me relevais, puis je fonçais au bar, puis je rentrais travailler le lendemain matin, là, à 7h30. Des fois, j'ai le temps de me recoucher en 2 heures, souvent pas. Non. Mais tu as commencé en disant vide intérieur. Mm-hmm. C'est quoi cette sensation-là de vide intérieur? Bon, ça peut prendre plein de formes, mais c'est surtout un manque de sens, en fait. Je dirais que c'est surtout ça l'enjeu, là. C'est de te promener dans la vie. En fait, tu vois, non, la vraie réponse, c'est un manque de foi. C'est plus qu'un manque de sens, c'est un manque de foi. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se soigne avec la spiritualité, t'sais. Puis même la spiritualité, c'est pas si efficace que ça. T'sais. Je pourrais te raconter... Parce que c'est abstrait? Non, au contraire, c'est très concret. Okay. Puis moi, ma spiritualité, il faut qu'elle soit concrète. Il faut qu'elle soit concrète, c'est ça. Concrète. C'est que il y a une blessure X ou Y, ou une faille en soi, peu importe, qui fait que tu n'as pas la foi. T'sais. Moi, j'ai jamais eu confiance que ça allait bien aller. Mes souvenirs d'aussi loin que je vais enfant, j'étais anxieux, j'étais stressé, j'avais peur qu'on m'abandonne, j'avais peur d'être trahi, j'avais peur d'être blessé. Puis souvent, on provoque ce qu'on craint. T'sais. Fait que quand ça arrivait, ça me confirmait là-dedans. Puis je me suis construit avec une grande méfiance envers moi-même, envers le monde. Puis ça a beaucoup joué. Puis c'est un manque de foi. Donc, c'est difficile de te promener dans le monde quand tu peux pas lui faire confiance ou te faire confiance. Puis ça peut se débalancer. Je te raconte quelque chose de... Très, très rapidement, c'est de façon très grossière, dans le sens où on n'ira pas dans le détail, mais dans le temps que je travaillais en santé mentale, beaucoup en prévention du suicide, il y a un psychiatre un moment donné qui m'a dit « Si tu comprends les 3 principaux troubles de personnalité, ça va t'aider à intervenir avec eux, avec elles, et tu vas comprendre pourquoi il y a des personnes avec qui la médication ne fonctionne pas, et avec qui il faut faire de grands investissements professionnels. Okay? Puis moi, je me reconnais là-dedans. Donc, il n'y a aucun jugement dans ce que je veux dire. Okay? Premièrement, il m'a expliqué, bon,
j'en savais un bout, là, mais il m'a quand même clarifié le fait. Il y a des troubles de santé mentale, ça prend la médication. Tu auras beau faire ce que tu voudras, quelqu'un qui est en psychose, quelqu'un qui fait des crises bipolaires, qui se garoche de dépression, en hypomanie, il faut le stabiliser avec la médication. Puis après, il y a une question d'hygiène de vie, puis tu peux faire de la thérapie, puis il y a bien des choses. Mais de l'autre côté, qui rentre aussi dans la santé mentale, puis qui en a beaucoup, puis même de ce que je peux voir, qu'il y en a peut-être plus qu'il n'y en a jamais eu, c'est les troubles de personnalité. Puis ça, les troubles de personnalité, c'est quand tu te construis ta personnalité avec des distorsions cognitives incroyables pour survivre. Et ce qu'il m'a dit, c'est pourquoi est-ce que les humains, ça commence dans l'enfance, les troubles de personnalité, ça apparaît pas à 40 ans, là, c'est ton enfance. Puis il disait, pourquoi est-ce que les gens développent des troubles de personnalité? Tout simplement parce qu'on ne peut pas se suicider à 6 ans. Qu'il y a des enfants qui sont dans un tel état de souffrance et de détresse que leur seule façon de survivre, c'est de changer la vision qu'ils ont d'eux-mêmes ou la vision qu'ils ont du monde pour pouvoir traverser ces journées-là de non-sens incroyables. T'sais. Et dans le fond, les 3 troubles, c'est trouble dépendant, antisocial, trouble des personnalités limites. Fait que dans le fond, le dépendant, lui, son rapport à lui-même, c'est « moi, je suis pas correct, je suis non OK, mais le monde est correct ». Fait que moi, tout seul, je vaux rien. T'sais, j'ai appris que j'étais une marde, que je valais pas la peine d'être aimé, d'être protégé, d'être accompagné, mais le monde m'intéresse, le monde est beau, il y a quelque chose dans le monde qui marche, puis moi tout seul, je vaux rien. Mais si je suis avec Marie-Claude ou si je dis que je connais Marie-Claude, là, je prends de la valeur, tu sais. Ou si j'ai un verre ou 2 dans le nez puis que là, je sors un peu de ma personnalité angoissée, ben là, je deviens intéressant. Tu as besoin de quelque chose d'extérieur à toi. Exactement. Puis là, c'est cette idée de remplir le vide. Les dépendants qui nomment ce vide-là, on a besoin de remplir quelque chose, ben c'est que ce quelque chose, ça devrait être mon ego sain, mon moi normal. Mais non, le moi normal, pour X, Y raison, on l'a pas. T'sais. On est toujours en la recherche de reconnaissance, d'amour. Ou, ça se remplit pas. T'sais. Donc ça, c'est le dépendant. Le trouble de personnalité antisociale, à peu près 80% des pénitenciers, incluant les agents correctionnels et les détenus. C'est une blague. J'ai plusieurs amis des 2 bords d'ailleurs, fait que je fais attention. Oui. Mais pour vrai, les détenus. Oui. Trouble de personnalité antisociale, c'est l'inverse. C'est pour survivre, cet enfant-là, il a fallu qu'il se dise « moi, je suis correct, moi, je l'ai l'affaire. Mais moi, pas le reste. Mais pas le monde. Fait que je vais me servir, je vais me gâter, puis ma gang de tout croche, je sais pas comment ça marche, mais calisse, moi, je vais voler, je paye pas mes impôts, je m'en crisse, toi, tu vas faire ce que je veux, ta. » Et finalement, les troubles de personnalité limite, et c'est ces personnes-là qui souffrent le plus. Ultimement, c'est ces personnes-là qui finissent par aussi le plus se tuer. Oui, le plus haut taux de suicide. Les fameux borderline. Oui. Ben, eux, c'est « moi, je suis pas OK » et le monde est pas OK. C'est souvent des personnes qui ont été abusées de X, Y façon. Parce qu'il y a plusieurs tentatives, c'est ça. Je ne sais pas si c'est le plus haut taux de suicide, mais c'est eux qui ont beaucoup de tentatives de suicide. Ils font 14, je pense, tentatives de suicide en moyenne. Je ne sais pas si c'est encore ça, les bons chiffres. Mais c'est beaucoup. Mais ils finissent par mourir aussi. Puis c'est souvent justement avec l'usure de compassion. Puis c'était ça aussi que le collègue psychiatre me disait, c'est que ces personnes-là, tous les troubles de personnalité, tout le monde souffre de toute façon, ça fait partie de la vie, mais les troubles de personnalité souffrent beaucoup, souvent, et ils nous font souffrir, nous font réagir parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes, ils sont pas bien avec le monde, ils sont pas bien avec eux-mêmes et avec le monde. On leur a appris qu'il n'y avait pas de valeur et que le monde était dangereux. Puis, si je te balance un verre de vinaigre dessus, tu vas être en crise, puis ça va te déranger, mais ça va s'arrêter là. Quelqu'un qui est écorché, puis qui parfois s'écorche lui-même à temps plein, qui sabote ses relations, qui se tourmente, qui est toujours dans le ressentiment, peu importe, tu garoches un verre de vinaigre, ça fait mal pour vrai. T'sais. C'est pas la même réalité. Puis le savoir, ça nous permet parfois d'avoir plus de compassion, non seulement comme professionnels pour accompagner ces gens-là, mais quand on en a dans nos vies aussi, ça peut nous ouvrir l'esprit puis nous dire, oui, il gosse, il est encore en train de souffrir, de se plaindre ou de vivre des crises ou peu importe, mais dans sa peau, c'est pire, tu sais. Parce que toi, tu as des pauses. C'est vraiment intéressant. Quand tu arrives chez vous le soir, c'est fini. Tu sais. Lui, il est dans sa peau à temps plein, là, 24/7. Tu sais. Donc, moi, ça m'a permis aussi, puis il y a des degrés aussi là-dedans. Là, tu sais. Je pense que tu peux avoir un trouble de personnalité très fort avec plein de symptômes, plus ou moins. Tu sais. Mais en tout cas, moi, je crois, je me reconnais dans cette souffrance-là jusqu'à un certain point. Grâce au rétablissement, je suis fonctionnel, je souffre beaucoup moins. Mais ce pli-là est encore fort. Et pour répondre à ta question finalement, j'espère que mes enfants n'auront jamais
cette déréliction-là, ce vide-là, qui seront toujours, qui sont suffisants, adéquats, aimables et aimés, puis qui n'auront jamais besoin d'aller consommer pour se donner le droit d'être. Tu sais. Voilà. Wow! C'est quelque chose que tu viens de dire. Puis j'imagine déjà tous ceux et celles qui nous regardent ou nous écoutent, là, on apprend dans ce que tu viens de dire, dans les 3 types de personnalités. Je pense que ça nous aide à comprendre mieux, justement, certaines personnes autour de nous. Puis ne serait-ce que pour l'usure de compassion, tu sais. Ne Ouais. serait-ce que d'accueillir ces gens-là, Ouais. parce que... Puis je veux terminer peut-être avec ça qui est très important aussi. Il faut faire attention à quelqu'un qui n'a jamais été résilient pourrait le devenir. Et quelqu'un qui a toujours été résilient n'est pas condamné à être résilient toute sa vie, tu sais. Puis ça, c'est le classique là, de l'homme fort ou de la Ouais, femme ouais. forte qui chiale jamais tatata puis qui va se pendre. Puis tout le monde est comme « What? On l'avait pas vu venir. On l'a pas vu venir. » Puis à l'inverse, parfois, tu as des gens qui vont de crise en crise, sont toujours dans la marde, puis là, tout à coup, à cause qu'ils tombent sur le bon intervenant, la bonne thérapie, une prise de conscience, font les 12 étapes, vont chercher une aide professionnelle, docteur, peu importe, tout à coup reprennent du pouvoir sur leur vie, puis là, tout le monde est étonné. Puis même comme travailleur social, moi, ça m'est arrivé d'être dans mes préjugés, d'avoir des clients que j'accompagnais, mais en mode cadre de sécurité, on l'accompagne dans sa détresse le plus longtemps possible, puis qu'à un moment donné, la personne rebondit. Puis moi-même, comme professionnel, j'étais étonné. C'est-à-dire, wow, ça, c'est un comportement très adéquat. Quelle belle demande d'aide elle vient de faire, ou quelle... Wow, tu sais. Donc, il ne faut pas perdre espoir avec les gens qui sont toujours dans le trouble, mais il ne faut pas non plus prendre pour acquis que ceux qui vont bien vont toujours aller bien. Ouais, leçon de vie. Il faut se rappeler de ça. Tu as raison. Rappelons-nous ça. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Ah, tu vois, ça, c'est celle que j'aurais pas pris. Quand je regarde dans le miroir, je vois un vieux monsieur qui a pris la place de ma face. OK. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, on vient de parler de toute la question d'estime de soi. Là. Pour moi, ça va toujours être un enjeu. Qu'est-ce que je vois quand je prends le temps de me regarder sérieusement? Ben, en fait, tu vois, ça, c'est justement un aspect de ma personnalité sur lequel je dois travailler. C'est d'être juste. Parce que je peux être très dur envers moi-même, puis parfois même envers mes proches, parce que je suis exigeant. T'sais. Quand je sais que quelqu'un peut faire quelque chose, je m'attends à ce qu'il le fasse. Quand je ne suis pas satisfait de moi, je peux être cruel aussi envers moi-même. Et j'ai appris quelque chose d'intéressant. T'sais, pour moi, la racine étymologique des mots, c'est super important. T'sais, j'aime apprendre d'où viennent les mots. Puis j'ai appris que le mot humilité, ça vient de humus, terre, okay, la terre. Être humble, c'est être terre à terre, c'est avoir les pieds sur terre. Fait que quand je me prends pour meilleur que je suis ou que je me place au-dessus des autres, je suis pas humble. Quand je me place en dessous de ce que je suis, de ce que je vaux, je suis pas humble non plus. T'sais. L'humilité, c'est pas l'humiliation. Là, t'sais. Donc, si je suis humble puis que je me regarde pour vrai, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois un gars qui a beaucoup vécu. En fait, ça, je pense que j'ai beaucoup vécu. Même que parfois, dans des moments de fatigue, j'ai les derniers mots d'Emmanuel Kant qui me viennent en tête, ce grand philosophe dont les dernières paroles ont été « c'est suffisant, c'est assez ». Fait que j'ai beaucoup vécu, plein de choses, magnifiques et extrêmement dures aussi. Et de l'autre côté, j'ai envie de me le donner. J'ai été courageux. Je pense que malgré tout, malgré mes erreurs, mes maladresses, malgré tout ce que j'ai pu faire comme détour inutile dans ma vie, j'ai quand même eu le courage de tenir mon bout, de respecter mes opinions. Parfois, quand je me trompais, de changer d'opinion, d'accompagner des gens aussi en cours de route dans des situations qui pouvaient demander du courage aussi, de vivre. Juste d'arrêter de... On revient à ça, mais c'est tellement important dans ma vie. Juste d'arrêter de consommer, ça demande un courage incroyable.
J'ai une amie, Isabelle, qui un jour m'avait dit cette phrase-là. Je sais pas si elle en est la signataire, mais dans tous les cas, ça avait du sens pour moi que ça vienne de sa bouche à elle. Elle m'a dit choisir d'arrêter de consommer, choisir de se rétablir, c'est un geste radical d'amour envers soi-même. Wow, tu sais, c'est un saut qualitatif. Puis moi, j'ai eu besoin de le faire par rapport à la consommation. J'ai eu besoin de le faire par rapport à l'univers culturel, littéraire et tout ça. J'ai eu besoin, à un moment donné, de faire un saut qualitatif, de me dégager complètement de tout ça, de dire non à du monde, à des choses, à des mensonges. Il a fallu que vraiment je tourne la page sur ce que je voulais, que ce soit ou ce que je rêvais, que ce soit la vie littéraire et artistique, puis c'est correct, t'sais. Mais ça demande du courage, parfois, de faire ces sauts qualitatifs-là, t'sais. De dire, OK, non, ça, c'est fini, t'sais. J'ai fait le tour, je trouverai pas ma vérité là, je trouverai pas ce dont j'ai besoin dans cette vie-là, dans cette situation-là. Puis ce courage-là de changer. Puis encore une fois, on revient à la définition des choses, mais si t'as pas peur, c'est pas du courage. Le courage, c'est de le faire même si t'as peur. C'est tellement ça. C'est d'aller quand tu le sais pas si ça va marcher. C'est rentrer dans l'arène sans connaître nécessairement à qui tu vas confronter. Exact. C'est que tu as peur parce que tu as un inconnu quand même. Ouais, l'inconnu fait peur et ça prend du courage. Mais moi, j'aime beaucoup ce mot-là, le courage. Ouais, c'est magnifique. Il faut se le donner quand on en a. Ouais. Parce qu'on a tendance à pas s'approprier. Ouais, c'est une trop belle qualité. Oui, on n'ose pas se le donner. Les gens vont dire, mais tu aurais fait la même chose. Non, pas nécessairement, parce qu'on est la seule personne à savoir. On peut jamais dire à quelqu'un d'autre, tu aurais fait la même chose. Parce que, c'est comme... Je trouve que c'est comme se diminuer. C'est de ne pas reconnaître effectivement la force qui nous a fallu à ce moment-là. Puis tant mieux si un autre l'aurait fait aussi ou l'aurait fait à sa manière différemment. Mais ce qu'on fait de bon, il faut se le donner. Ben oui, parce que regarde les autres, mais tu sais, quand on leur répond, ben non, mais tu aurais fait pareil comment? Non, la personne, elle vient de souligner le travail que tu as fait. Accueille, tu sais, parce qu'on a tendance à faire rebondir beaucoup. Et comme tu disais, par rapport au mot humilité, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est être terre à terre. Mais accepte de t'arrêter là, redescends pas. Exact. Regarde-toi honnêtement, puis c'est pas facile, puis tous les jours, ça change. Mais c'est tellement important. Ça apporte de la fierté aussi, de se reconnaître. Par rapport au courage, petite anecdote sympathique, mais j'ai été animateur de terrain de jeu pendant quelques années. Puis la première année, on avait décidé, les animateurs, de se donner des noms de valeurs, un peu comme les scouts qui veulent devenir quelque chose. Puis mon nom d'animateur de terrain de jeu, c'était Égarouk, qui est un genre de charivari avec les lettres du mot courage. T'sais. Fait que déjà jeune, c'était important. Déjà à 18-19 ans. Wow, c'est un beau mot, ça. Ouais. Il y en a un autre qui ne savait pas quel nom prendre. Je me souviens, son prénom, c'était quoi exactement, mais on avait décidé de l'appeler Pat pour participation. Ça dit autre chose. Mais j'aime beaucoup Égarouk. Je te laisse le niveau jaune. Tu vas m'en donner 4, s'il vous plaît, de ces cartes. Parfait. On dirait que là, j'ai l'impression d'être dans un cours. J'apprends plein de choses à travers ce que tu dis. À travers ton parcours, tu as appris beaucoup de choses. Ouais. Sur toi, mais aussi Puis il m'en reste plein au niveau de la santé mentale. Voilà. Merci. Cheveux blancs, là, ça tâche. Je sais pas si c'est à toi ou à moi, mais non, on dirait que c'est peut-être pas ça. On n'a pas des longs de même, je pense pas, je sais pas. Pas de cheveux blancs non plus, ça n'a pas rapport. C'est à qui, ça? C'est quoi ça, tu laisses traîner ton équipe. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? Qu'est-ce que la paternité t'apporte? Cohabiter avec l'anxiété, c'est 3 petits points. Calvaire. Au niveau jaune. Ouais, très jaune, hein? Wow. OK, les 4, on pourrait partir facilement pendant 1 heure sur les 4. Là. Facilement. Choisis-en une. Je choisis la plus importante, ne serait-ce que parce que ce podcast pourrait survivre puis que mes enfants pourraient l'écouter dans 10, 15 ou 20 ans, donc la paternité. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi et de loin. Moi, ce que je veux être dans la vie, c'est un excellent père, un très bon écrivain, puis un bon gars, dans cet ordre-là. D'abord, un excellent père. C'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. J'ai toujours su, en plus, que je voulais être père. J'ai toujours
adoré les enfants. Le lien avec les enfants est beaucoup plus facile pour moi qu'avec les adultes. Je trouve ça difficile d'être en relation dans la vie. Des questions d'attachement, peu importe, mais ouais, il y a quelque chose dans ce rôle-là, déjà de pouvoir avoir des enfants au quotidien dans ma vie. Ils ont quel âge, tes enfants? Wow! Ma grande fille, Eliane, elle a 10 ans. Mon fils Guillaume a 7 ans. Puis tu sais, quand je dis au quotidien, c'est merci vraiment au quotidien malgré la rupture. Parce que qu'est-ce que la paternité m'a apporté, entre autres, c'est d'être capable de mettre de la réparation dans la séparation. Puis avec mon ex Magali, qui est une femme exceptionnelle, mais au niveau amoureux, ça se passait plus, mais je l'aime encore. Et on a réussi à réparer suffisamment de ce qui a pu causer la rupture pour être encore très proches. On va en vacances ensemble. On va en vacances avec ma blonde, mon ex, puis mes enfants. Là. On part à la plage. Je peux prendre des nouvelles à tous les jours. Elle débarque prendre la collation chez nous, à l'improviste. Ça, c'est wow. T'sais. La paternité m'a permis d'avoir cette maturité-là. T'sais. De sortir d'une relation sans gâcher la relation, sans tout tasser de la relation. M'a permis de sauver le lien. Pas le sauver, en créer un nouveau avec leur mère. Puis eux, au quotidien, sont incroyables. Mes 2 enfants sont vraiment exceptionnels, puis chacun à leur manière sont très différents, tu sais, puis ils vont avoir leurs difficultés. Les deux, on sait déjà ça va être quoi les défis. Il y en a qu'on souhaite qu'ils n'aient pas, dont on a parlé. Mais on voit, tu sais, qu'ils vont avoir certains défis, mais au-delà de ça, sont tellement géniaux. Ils ont des personnalités incroyables. Puis on a vraiment un lien là, magnifique. Là. Ça donne du sens à tout le reste. Là. Pour moi, c'est au cœur de ma vie. Puis j'ai toujours su que je voulais être père. Donc, depuis que je le suis, depuis 10 ans, c'est ce qui est le plus important, là, clairement. Ouais. Comment tu te sens en leur compagnie? Est-ce que là, tu sais, ce vide-là dont tu parlais, ouais. Quand tu es avec eux, est-ce que ça t'habite ou ça, c'est le sens est devant toi? C'est magnifique, ça, comme vers. Tu devrais partir un poème avec ça. Le sens est devant toi. Effectivement, quand ils sont là, le sens est devant moi. Je n'ai plus cet état de déréliction, effectivement. Sauf quand je vais, par exemple, m'impatienter. T'sais. Jamais je les insulte, jamais je les menace. Je pense, jusqu'à maintenant, je fais bien ça, ce rôle-là. T'sais. Mais c'est très important. Fait que quand je m'en décolle un peu, quand je me trouve moins bon, quand je deviens impatient, puis c'est normal, là, quand à un moment donné, ils testent les limites, puis là, je plutôt que répéter une 6e fois la consigne, je grogne un peu, je dis là, ça fait, là, après, je file tellement comme de la marde, là, je suis comme, j'aurais pas dû, puis souvent à ce moment-là, puis ma fille, c'est une empathe exceptionnelle, là, je te raconterai une anecdote après, mais ma fille, elle a le côté travailleur social très, très fort, puis parfois, d'elle-même, elle sait comment je vais me sentir, puis d'elle-même, elle dit c'est correct, pas que t'aies perdu patience, ou on a exagéré, puis là, elle vient comme, parce qu'elle sent que c'est dur pour moi. Elle fait une intervention! Mais ma fille est incroyable, écoute ça, elle avait 6 mois, 6-7 mois, je sais pas, elle rentrait à la garderie, la première semaine de garderie, les éducatrices nous ont dit, on n'a jamais vu ça, quand un bébé pleurait, elle se traînait pour aller se coller dessus. Elle allait consoler les autres bébés. Dès qu'un bébé pleurait dans la garderie, elle partait, elle était même pas à 4 pattes, elle se traînait de côté, c'était quasiment elle rampait jusqu'aux enfants souffrants pour leur donner de son amour, c'est incroyable. Puis mon gars, dans sa sensibilité à lui, sa grande force incroyable, c'est d'être capable de nommer ses émotions, ce qu'il vit, tu sais. Ça, c'est comme, wow, il est vraiment impressionnant. Et c'est la quête d'une vie, souvent être capable de sortir ça, au lieu de sortir ça en bloc, mais d'être capable de décortiquer, de nommer chacune des émotions. Il est incroyable. Puis, mon gars, il est très anxieux. D'ailleurs, on a fait ensemble, on a utilisé le livre, je le recommande à tous les parents d'enfants anxieux, Incroyable moi, combat son anxiété. C'est comme un petit personnage avec une cape, c'est toutes des activités.
Puis on le fait ensemble, tu sais, puis pour aider mon gars, puis normaliser ce qu'il vit. Tu sais, je dis, moi aussi, je fais de l'anxiété, tu sais, puis j'en ai fait solide, là, des crises d'anxiété au point de dépersonnaliser, là, tu sais, dépersonnaliser, c'est un peu fort, mais oui, d'être tellement envahi. À un moment donné, je me suis retrouvé à Vancouver, j'étais dans la rue, puis tellement envahi par l'anxiété, je me rappelais pas le nom de mon hôtel, ni le nom de ma rue, où était l'hôtel. J'étais quand, tu sais, fait que je connais ça, là. Presque des blackouts, là, je veux dire, Ouais. Puis mon gars, il est... Mais ça aussi, ça va bien quand même en ce moment, là. Mais mon gars, il vit beaucoup, beaucoup d'anxiété, mais depuis qu'il est tout petit, il a cette force incroyable de nommer ce qu'il vit. Puis des fois, là, avec, tu sais, vraiment, qui étonne les adultes, là, tu sais. Là, je me sens pas bien, je suis en colère parce que t'as dit ça. Puis là, vraiment, il parle au jeu, il nomme ses affaires, clac, clac. Mais il met beaucoup ses limites. Mon gars est dans sa bulle. Là, il aime ça être dans les deux, ils lisent. Ça, c'est comme la fierté totale, là, moi, comme écrivain. Les deux lisent à fond. Le matin, ils se lèvent, puis ils prennent leur livre. Première affaire qu'ils font, les deux. Mon gars, il a 7 ans, il va ramasser ses bandes dessinées. Il s'assoit à terre, puis il lit. Ma fille, elle a torché des séries. Elle a lu Harry Potter 2 fois au complet. Elle a 10 ans, elle a lu Harry Potter au complet 2 fois. Elle a lu le premier tome du Seigneur des Anneaux. Elle s'est toute tapée les Royaumes de Feu. Genre, il y en a 15. Les Maëlie, tout ça, elle lit plus que moi. Là, puis moi, je lis quand même pas mal. Là. Donc, c'est juste la fierté, c'est juste du bonheur. À quelque part, t'as comme inculqué ça sans le vouloir. J'imagine... Ah, je l'ai voulu. Ah, tu l'as voulu. Donc, c'est ça. Donc, tu veux qu'il lise, mais en même temps, il te voit lire aussi. Je veux dire, il y a comme quelque chose de mimétisme aussi à travers tout ça. Là. C'est par l'exposition. Moi, je crois beaucoup à l'exposition pour la culture. Puis d'ailleurs, c'est pourquoi que c'est absolument désolant comme société qu'on ait des bibliothèques aussi pauvres, qu'on ait même où j'habite, dans l'est de Sherbrooke, on n'a même pas de bibliothèque. 50 000 de population n'a pas une bibliothèque. Il y a une mixité sociale incroyable. C'est la pauvreté. Tu sais, comme d'habitude, on envoie les pauvres dans l'Est. Là, c'est comme une tradition de à peu près toutes les grandes villes du monde. Mais il y a plus de pauvreté, il y a plus de mixité sociale, puis on n'a pas de bibliothèque, 50 000 de population. Quelle honte, quelle gêne. Au niveau culturel, qu'on soit pas plus fier de notre culture, qu'on la rende pas plus accessible, qu'il n'y ait pas systématiquement des programmes d'artistes à l'école. Ça repose encore sur les profs qui invitent les artistes. Non, il devrait y avoir des mécanismes que les jeunes soient exposés à l'art, à la chanson, à la poésie québécoise, qu'on célèbre ça. Oui, puis les jeunes aiment ça. Quand ils sont visités dans leur école, là, ils adorent ça. Puis ils reviennent à la maison, puis c'est la première fois. Tu sais, c'est toujours dur de savoir qu'est-ce qu'un enfant a fait à l'école. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Ben, je sais plus, là, tu sais. Mais quand ils reçoivent la visite, que ce soit quelqu'un qui vient raconter son expérience, un partage, là, ça, ils vont arriver. Hey, aujourd'hui, moi, j'ai toujours remarqué de mes enfants à quel point d'avoir un visiteur, une visiteuse qui vient raconter un bout de sa vie, c'est de l'inspiration. Puis, c'est comme de dire, il y a un adulte qui a pris de son temps pour venir nous raconter son histoire. Tu sais, pour un enfant, ça mérite comme l'attention, leur attention. Puis des fois, ça peut changer le cours d'une vie aussi d'un enfant. Et pourquoi c'est ta géométrie variable, alors? T'as raison. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Mais t'as raison. Dans notre système, dans le fond, à peu près tout au Québec est en état d'effritement avancé. Là. Mais dans notre système à 2 vitesses, en fait, à 3-4 vitesses, là, parce qu'en plus de l'école privée publique, ben là, tu as aussi des programmes internationaux, puis des programmes internationaux, puis à l'intérieur des classes régulières, concours de troubles de toutes sortes et tout ça. Puis après, en plus de ces injustices-là, tu rajoutes le fait que ça repose sur des profs à l'intérieur de l'école, si on invite des artistes, des scientifiques, puis des gens intéressants. Beaucoup moi, sur les épaules. Moi, je suis derrière eux à 1000%, puis les professionnels de l'éducation aussi, n'oublions pas. Puis il y en manque en plus. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé des fois avec, en tout cas pour des jeunes qui avaient des problèmes de communication, autant de la réception qu'être capable de nommer les choses. Puis avec eux, on faisait des tests, on appelait dans des bureaux de pas de psychoéducateurs pour le langage, c'est moi qui perds le nom. Des orthophonistes. Moi, j'en ai eu des orthophonistes jeunes. Mais ça, là, ça change ta vie, l'orthophoniste. Plus tôt que tu l'auras dans ta vie, plus que ton parcours scolaire, ta vie, oui, mais ton parcours scolaire sera plus simple. C'est un plan d'intervention, mais plus tard, tu le vois, on peut comprendre que les enjeux de communication, des fois, tu peux te faire intimider, des fois, on peut te mettre dans un mauvais groupe, mais c'est pas une déficience intellectuelle, c'est une difficulté de langage.
Des fois, ça peut combiner les deux, mais rapidement, l'orthophoniste est là, puis il n'y en avait pas. On faisait des téléphones, puis des fois, c'était « Bonjour, vous avez bien rejoint tel orthophoniste, je suis complète, j'aurai de la place d'ici 24 mois. Si vous voulez laisser un message. » Là, t'es OK, mais on fait quoi? Tu sais, moi, je me souviens comment je me disais, mais si tu as besoin de quelqu'un, où est-ce que tu vas? Parce que le langage, c'est la base dans la vie si tu veux rentrer en relation avec les autres. Puis c'est la porte d'entrée aussi pour le milieu scolaire. C'est ton niveau de langage, tu sais. C'est super important. Oui, mais je sais, moi, je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'ai des amies enseignantes. Puis moi, je réalisais pas à quel point elle payait aussi, tu sais, pour donner les récompenses aux élèves, même les collants qu'elles mettent pour les dicter. C'est une vocation. Mais c'est une grande, ou professionnel en milieu scolaire. Puis il y a des milieux plus arides que d'autres aussi. Absolument, absolument. Puis c'est encore une fois des injustices incroyables qui se reproduisent là, puis des enfants qui payent. Et dans cet ensemble de mauvais choix qu'on a fait au niveau de notre société, puis qu'on se retrouve aujourd'hui avec une espèce de mode vraiment poté. On fait juste mettre du poté partout. Ouais. Là, même, on veut enlever les médecins de famille à ceux qui en ont moins besoin pour les cas urgents, mais ceux qui en ont moins besoin vont devenir des cas urgents, puis là, on va refaire du poté. On déshabille Pierre pour habiller Paul. Puis à l'école, c'est la même chose. Ben là, les intervenants puis les plans d'intervention, c'est pour les cas vraiment graves, parce que là, ceux qui nous inquiètent, on n'a pas le temps. Puis il y a cette espèce de nivellement par le bas généralisé, incroyable. Puis tu te dis, hey, il me semble, de un, on paye cher. Là. Ceux qui payent, ils payent cher pour avoir des services plutôt médiocres à tous les niveaux. Puis quand est-ce qu'on arrête? Là, c'est à quel moment on va se dire, OK, le système de justice, ça marche pas pantoute, là, même qu'on retourne au médiéval avec des justices parallèles absolument arbitraires. Le système de santé, c'est n'importe quoi. Mon gars a attendu 13 heures à l'hôpital à 39 queues de fièvre avec des gens estropiés qui saignent autour puis qui toussent 13 heures à 39 de fièvre, un enfant. Ouais, ça n'a aucun sens. L'école, il y a des superbes écoles, puis surtout, il y a des super humains dedans, mais on leur donne tellement pas les moyens. C'est ça. Puis là, à un moment donné, ça va où l'argent? Puis là, il y a comme une explosion de fonctionnaires, des dizaines de milliers de fonctionnaires de plus, provincial, fédéral, puis en même temps, il me semble qu'il n'y a rien qui va mieux, puis qu'on met beaucoup, beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, puis ça se passe pas, là. À un moment donné, on fait ça un moratoire de la société, on s'assoit pour vrai, là, pas juste une consultation pour aller chercher les votes, là, mais juste à dire, OK, là, c'est... Tout pète, là. Mais juste la qualité de l'air dans les écoles. Qualité de l'air dans la vie. Oui, dans la vie, mais tu sais, dans nos écoles, là, tu sais, je veux dire... Pas de climatisation. Les CHSLD. Bien, je sais. On laisse nos enfants, puis nos... Tu sais, ça en dit beaucoup, là. Quand tu laisses les deux bouts, tes enfants qui sont l'avenir du monde et tes vieux qui ont construit le monde, qui l'ont tenu à bout de bras, puis tu les laisses suer dans la canicule puis recevoir des services qui sont vraiment pas à la hauteur de ce que devrait être notre société après ces décennies, ces siècles de travail. Non, là, faut s'arrêter puis se parler. Il y a de quoi qui marche pas. Moi, mon père a déjà eu une chirurgie importante dans un centre hospitalier montréalais. Et c'était en pleine canicule et il n'y avait pas de climatisation, mais aucune. Là, tu as comme peur que dans la plaie, les bactéries se développent, là. Puis, il ne devait pas se lever puis s'élever pour essayer d'ouvrir la fenêtre. Il était en détresse. Là. Il ne savait plus quoi faire pour avoir... Mais tu dis, OK, toi, tu as ça. Il y en a plein là, ici, là, sur l'étage, et dans un milieu hospitalier qui n'est pas caché. Là. C'est un milieu hospitalier reconnu. En plus. Tu comprends? Là, c'est un hôpital bien connu à Montréal. Mais tout ça, pour ceux qui travaillent là aussi, c'est affolant. On aurait beaucoup à dire là-dessus, David. Oui, mais c'est correct de le dire. C'est correct de le dire parce qu'il faut le dénoncer. Puis évidemment, oui, on pourrait proposer des solutions, sûrement qu'on en a, mais au moins nommer ce mal-là. Dire que c'est pas normal. Non. Après, c'est quand... Puis en plus, on s'endette pour ça. Là. La réalité, c'est ça. Là, on endette nos enfants de milliards et de milliards de dollars. Rendu à je sais pas combien d'années d'endettement. Pour des rues, des écoles tout pétées, des profs mal accompagnés, mal payés, manque d'intervenants, 6 mois d'attente pour un psy par-ci, je sais pas combien d'années. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup pour nos jeunes. Ça marche pas, mais moi, ça m'inquiète beaucoup pour nos jeunes de ne pas avoir les spécialistes qui ont besoin dès le départ pour faciliter le reste de leur vie. Ça crée d'autres problèmes. Ben c'est ça crée d'autres problèmes. Puis ça crée d'autres problèmes dans le système scolaire, de santé, tout ça. Et en tout cas, ça, j'ai comme l'impression
on n'est pas beaucoup dans la prévention. On est toujours dans l'intervention, puis il manque de monde partout. Mais la prévention, c'est ça aussi quand tu peux voir tes spécialistes, puis ça supporterait beaucoup les enseignants aussi. Moi, je dirais qu'on n'est même pas dans l'intervention, on est dans la postvention. On attend que ça pète pour y aller. OK, fait qu'on on est en retard partout, dans le fond, si tu dis ça. C'est l'impression que j'ai. Moi, j'aime ça, la post. C'est vrai, tu as raison. C'est qu'une fois que le mal est fait, on arrive. Exactement. Mais... Puis il faut que le mal soit grand. Ouais. C'est des cas qu'on sait, qu'on voit depuis des années, qu'il y a des petits jobs de poté qui se font. Puis là, quand ça craque, puis ça devient dangereux, OK, on s'en occupe. T'sais. Donc, moi, je pense qu'on est... Non seulement on sait que la prévention, c'est payant, on n'en fait à peu près pas, ou des mesures vraiment plasteurs électorales, ça paraît bien. Intervention, quand on sait qu'il faudrait faire de quoi, on le fait pas tant que ça. Il y a plein de monde qui savent qu'il faudrait faire de quoi à tel niveau, ça se fait pas. Puis là, quand ça pète, OK, là, on s'en occupe. Là, on sort les ministres, puis là, on va être ferme, puis il va y avoir du changement, puis puis c'est sur 10, 15, 20 ans, puis toi, tu sautes dans 2 ans. Au mieux, tu vas être réélu, tu sautes dans 6 ans. Ferais-tu de la politique? Tu te présenterais-tu? Non. Ah non. J'ai beaucoup de respect pour ça. Mon frère pense en faire, puis je lui souhaite bon courage. Non, j'ai pas... ça viendrait trop me chercher dans mes failles, à quel point ça demande de l'acharnement pour arriver parfois à des petits résultats. Puis moi, je pense que j'en fais d'une certaine façon à ma manière. Oui, mais tu dénonces, oui. Je dénonce, puis je fais des choix, parfois plus ou moins anonymes, de mettre des efforts à des endroits, mais les changements structurels qui doivent être faits, puis qui doivent être appuyés par des politiciens, c'est souvent de très longue haleine, qui demandent beaucoup d'efforts avec des résultats incertains. Fait que moi, j'ai du respect pour ceux qui y vont, pour les bonnes raisons, et peu importe leurs convictions. Et moi, je suis d'accord avec toi. Déjà d'y aller. Puis, tu sais, c'est un peu comme une révolution tranquille que ça nous prendrait, mais en fonction de l'état des lieux actuels. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, la société a changé, même le climat change. C'est-à-dire, tout change. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis je pense que ça, le mot courage ici, est important parce que c'est pas de la Le changement n'apporte pas de popularité pendant que tu le fais. Exactement. C'est l'après qui apporte... c'est une fois qu'on est dans le changement. Mais quand on annonce un changement, ça fait toujours peur. Mm-hmm. Mais à un moment donné... mais tu sais, il y a beaucoup de blocages aussi. Il y a beaucoup de choses qui empêchent, des fois, qui ralentit le changement parce qu'il y a beaucoup de gens à consulter. Il y a beaucoup de... Tu sais, c'est lourd. L'État québécois est devenu lourd aussi quand on veut faire un changement. Absolument, tu as raison, mais le courage politique manque aussi parce que les changements qui pourraient être faits, puis l'application des lois qui sont déjà là, prenons la loi 101 au cégep, par exemple, qui est une aberration totale, que ça ne soit pas appliqué. Il y a des lois qui sont là. Mais ça, quand les lois sont là, ça, c'est donner de la force. Ben, les faire appliquer. Mais ça, ils pourraient. Ils devraient. Ils devraient, mais c'est pourquoi ils le font pas? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est notre système... qui se dit démocratique, mais qui ne l'est pas tant que ça. Là. C'est de la démocratie représentative, alors qu'on est consulté à peu près pour rien. Là, on est un référendum écart à peu près. Là, fait qu'on, tu votes pour quelqu'un, puis tu espères qu'il va tenir à peu près à moitié de ses promesses. Puis si tes promesses à toi, ils ne sont pas dedans, ben, tu as voté pour rien, on s'en va dans 4 ans. Donc, pour moi, c'est un peu... en tout cas, déjà, il devrait y avoir des référendums sur toutes les grandes questions, tant au niveau provincial que fédéral. Puis quand nous serons un pays, car nous le serons, il y aura des référendums au niveau national si on a un peu de cohérence puis une véritable volonté de démocratie. Mais tu vois, il faudrait déjà y penser parce que c'est pas parce que tu deviens un pays que tout ça change. Tu comprends? Il faut déjà que ce soit là à quelque part parce que ça... Oui, faut que la volonté soit là. Mais tu comprends, oui. C'est-à-dire qu'on peut déjà démontrer ces couleurs-là. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. Tu sais, il ne faut pas attendre. Oui, comme qu'on a nos particularités culturelles. C'est pour ça, c'est pas la. Tu sais, moi, tu sais, quand on dit, bon, il y aura un pays, ça peut pas être tranché en deux. On était ça avant, puis le lendemain, nous sommes ça. Il faut déjà être ce qu'on veut être. Tu sais, tu comprends? Il y a quelque chose. Là-dessus, j'amènerais une nuance. Il faut l'incarner. Il faut l'être déjà pour le devenir. Mais nous le sommes déjà. Nous sommes déjà très différents. Mais par exemple, mais si tu parles de référendum, c'est quelque chose que tu peux faire avant de la consultation référendaire. Tu n'as pas besoin d'être tout seul nécessairement. On n'a plus le temps pour ça. Non. On fait le référendum, on devient un pays. Il y a un changement radical au niveau administratif. Oui. Puis après, on continue de se battre. Puis peu importe ce que ça deviendra, il y a des gens qui disent si c'est pour être un Québec d'extrême gauche ou si c'est la droite, j'aime mieux pas. Non, la liberté en soi est une valeur magnifique.
magnifique. L'autodétermination est parfaite. Il n'y a aucun pays qui est devenu indépendant qui a demandé une rétroaction pour revenir dans l'Empire. Là. C'est jamais arrivé. Non, là, non, non. Donc, le Québec comme pays est une finalité magnifique en elle-même. Après, on verra ce qu'on fait avec. On organisera d'autres élections, on débattra, on essaiera de voir qu'est-ce qui est le mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait déjà plus consulter la population Oui, ça oui. dans la situation politique dans laquelle on est. C'est pour ça. De prendre l'habitude du Oui, référendum. de prendre l'habitude de ne pas avant de faire le attendre. gros référendum. Oui, mais c'est pour un sujet, le gros référendum dont tu parles. Mais je veux dire, il pourrait y avoir des référendums sur d'autres choses au Québec, sur des grandes décisions qu'on a à prendre. Entre autres, le système de santé, le système d'éducation. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être libre. Tu sais, tu comprends? On n'a pas besoin de... C'est pour ça que de mettre ça en attente de... On peut faire des choses en attente d'eux. Oui, absolument. Pour moi, c'est pas une raison d'attendre. C'est ça que je veux dire. Ben, t'as raison. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Je m'étais mal exprimé. Je m'étais mal, c'est ça. Ou je t'ai mal compris. Non, mais on a appris à communiquer. Il faut communiquer, justement. On est rendu au niveau rouge. Tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. Alors, Joker, merci, Marie-Claude. Non. Je refuse. Au moins, je te lise les questions. Donc, 3 ouais. sur 4, finalement. Oui, c'est ça. Donc, ça va être ces 3-là. C'est pas un grand mystère. À quel moment aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Quels sont les enjeux les plus périlleux de la dépendance? As-tu des regrets? On répond à une question. Mm-hmm. Wow. J'ai déjà pas mal chialé, donc on va y aller avec quelque chose de plus positif. Ça va être à quel moment aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Oui. Et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs petits moments où la vie était foisonnante et chargée de sens. Mais celui qui me vient en tête, ce serait sur un banc de parc sur la plage d'Old Orchard Beach l'année dernière avec mes enfants où on déconnait puis on a eu un magnifique fou rire. Puis ça a duré quelques secondes, mais ça ressemble vraiment à ce qui est le plus près du bonheur pour moi. Le bonheur étant quelque chose dans ma perception de très, très évanescent. Même être heureux, pour moi, c'est un peu inaccessible. J'espérais là, cette année avoir un diagnostic. J'ai ma doc merveilleuse qui est aussi poète en plus, Mélanie Béliveau, qui m'aide beaucoup. Puis écoute, j'espérais que les antidépresseurs fonctionnent. J'espérais être en dépression. Finalement, je suis juste malheureux. C'est ça que ça marche pas. Mais parfois, j'ai des petites bouffées de bonheur comme ça. T'sais. Puis parfois, je suis bien. T'sais, moi, quand je suis au niveau juste à être bien, serein, pour moi, c'est magnifique. T'sais. Mettons, le matin, moi, je me réveille à -6. Je prie, je me crains, que je me passe de la gratitude dans la tête jusqu'à pogner 0. Puis là, j'essaie de faire ma journée. Puis une fois de temps en temps, il y a une petite bulle qui pop, puis là, je grimpe à 3-4. Puis des moments comme ça, là, je grimpe à 7-8. Pendant quelques instants où je vois mes enfants heureux, crampés, qui sont dans leur complicité, moi qui ris à côté, la plage, la mer, on est en vacances, je peux me sacrer à la paix, je laisse l'agenda dans le sac. Ça, un moment comme ça, c'est wow. C'est moment de grâce. Exact. Quand je vois le public applaudir à Geneviève ou faire une ovation quand elle fait sa première partie, puis que je suis fier de pouvoir l'accompagner dans son combat, dans ses injustices, de savoir qu'elle est là pour moi aussi, puis que le public la découvre, là, c'est bon. T'sais. Quand je vois de la beauté anonyme, ouais, quand je vois des gens qui posent des gestes ou qui aident du monde pour vrai, pas pour les clics, pas pour le cash, pas pour la réputation, pas ça, wow. T'sais. Je te donne un exemple très concret parce que ça va me permettre justement d'exprimer de la gratitude. Puis ça, c'est la meilleure façon pour moi d'être heureux d'exprimer de la gratitude. C'est parce que toutes les bêtes blessées, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Mais tu peux pas serrer quelqu'un dans tes bras ou l'applaudir en jouant dans ton nombril en même temps. Ça, c'est une image qui m'est venue à m'amener que je trouve importante. J'ai besoin de m'en rappeler quand je suis en train de célébrer quelqu'un, ça m'aide, moi.
à sortir de mes difficultés ou de mes préoccupations, de mon ressentiment. Donc, j'ai juste envie de rendre un petit hommage à François Godin, qui travaille chez Librex, mon éditeur. Super éditeur. Moi, je publie tous mes romans, mes 5 romans chez Stanké. Super relation avec mon éditrice Marie-Ève Gélina. Marie Paradis, qui est là, qui a pris la relève de Joanne Gay. C'est toutes des femmes merveilleuses qui ont cru en moi, qui croient en moi, qui m'accompagnent. Puis je les adore. Puis dans cette gang-là, il y en a un qui est plus dans l'ombre, qui s'occupe de la distribution des livres et tout ça, qui s'appelle François. Puis François, ça fait plusieurs fois qu'il travaille pour me fournir des livres gratuits pour que je les amène en prison, que je les amène aux détenus. Il fait livrer des caisses de livres neufs pour les détenus. Il choisit des livres qui pourraient intéresser les gars. Puis quand je débarque dans les pénitenciers, ben souvent, ils ont reçu des boîtes de livres ou parfois, il y a des moments exceptionnels. Il y a quelques semaines, j'étais à Sainte-Anne-des-Plaines. Je vais faire 3 conférences, une après l'autre, bang, 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 avec 3 unités différentes. La veille, il y a un gars qui s'est fait tuer, qui s'est fait battre à mort dans sa cellule, 38 ans. Puis là, moi, je débarque. « Hey, les gars, on va parler de poésie. On va parler de littérature québécoise. » t'sais. Fait que déjà, c'est comme une drôle de situation. Puis pendant que je fais la conférence avec une des unités, l'intervenante qui m'a invité, elle dit « Hey, on a reçu des boîtes, c'est peut-être les livres que tu nous as dit qu'on recevrait. » t'sais. Puis là, ils vont ouvrir ça. T'sais. Puis là, ils voient des livres neufs. Wow! Il y a quelqu'un dehors qui a pris le temps de faire envoyer des livres gratuits offerts aux détenus en dedans pour qu'il y ait une bibliothèque garnie, pour qu'il y ait accès à des livres. Puis pas juste les miens, là, plein de livres. Puis lui, il fait cet effort-là, anonymement, parce qu'il croit que ces gars-là ont le droit de lire, ont le droit d'avoir accès à la culture. T'sais. Fait que François Godin, merci. Il y a des profs qui le font aussi. Pénitenciers de Drummondville sont écœurants. C'est l'école des adultes qui vont donner les cours aux détenus. Bon, au pénitencier de Drummondville, là, les profs, ils ont sacrifié une partie de leur local pour faire une petite bibliothèque aux détenus. Ils ont fait quelques petits rayons avec des livres, leurs livres, souvent, qui rendent disponibles pour les détenus. Que les gars qui font des sentences longues, le pénitencier, c'est des 2 ans et plus, mais ça peut être des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans. Là. Les gars, ils ont accès à des livres. T'sais. Parce que ces profs-là ont dit, OK, on va prendre notre espace de travail, puis on va en donner, on va faire don de ça aux détenus pour qu'ils aient l'impression d'aller à la bibliothèque. T'sais. Wow! Moi, des gens qui font des petits trucs comme ça me rend heureux. T'sais. Puis là, en ce moment, je suis heureux. T'sais. Ça, c'est mon moment préféré de l'entrevue. Le bout où je parlais de mes enfants aussi. Mais où je peux mettre ces gens-là en lumière. T'sais. Ça, c'est wow. T'sais. Des profs comme Dominique Boisvert dans le coin de Sainte-Flore, qui a pris le petit Michael dans la série du Monde des mots, pour laquelle on a gagné un Gémeaux, d'ailleurs. Cette série-là, c'était écœurant. Ils m'ont suivi pendant 21 jours. On est allé en détention, personnes âgées, les jeunes des écoles. Puis le petit Michael, qui détestait l'école, il s'en foutait, il voulait pas faire l'activité de poésie, il me lisait sa revue d'en face, puis tout. Puis quand j'ai expliqué que c'est peut-être la seule fois de tout ton parcours scolaire où tu peux écrire ce que tu veux, on corrige pas les fautes, on s'en fout, c'est ton sujet, c'est ton texte à toi, puis qu'il l'a fait, puis qu'il écrit un poème pour son frère, puis c'était comme wow, puis tous les élèves capotaient, puis le prof qui a vu ça, qui en était ému, puis qu'après il me rappelle, puis il dit « Hey, il m'a demandé, il s'est pogné dans le cours d'école, plutôt qu'aller se battre, il m'a demandé d'aller écrire un poème dans la classe. » Puis là, ce prof-là, il a eu l'idée géniale de le mettre en équipe avec la petite bolée de la classe. Fait qu'elle, elle va corriger tes poèmes, elle va t'expliquer les corrections qu'elle fait. Comme ça, tu vas avoir tes textes au propre. Puis de poème en poème, la série, elle s'est terminée. On le voit, le petit Michael dans Du Monde des mots, ce petit bonhomme-là, je l'appelle mon Rimbaud de Shawinigan. Petit gars de 12 ans qui détestait l'école, qui a des difficultés à l'école, qui a des tics et tout, mais grâce à la poésie, qui a réussi à s'affirmer, ben avec le prof, on a décidé de faire un sociofinancement puis de publier un recueil. Ben, ce petit gars-là qui haït le français, on a organisé un vrai lancement à la crèmerie de Sainte-Flore avec représentation du maire, avec Radio-Canada, avec toute sa famille. Puis ce petit gars-là, il a publié le recueil « Sortir de sa caverne » qui est en vente à la librairie Poirier de Trois-Rivières. Et lui, il est arrivé au secondaire de « Je déteste l'école, j'ai plein de difficultés » à « J'ai publié un livre et j'écris de la poésie » grâce à ce prof-là, grâce à la poésie. T'sais. Ça, moi, une ou 2 affaires de même par année,
on continue, la vie a du sens. Magnifique. Voilà. Là, on passe au niveau Eros et compagnie. C'est autre chose, hein? On est Allons-y. variés. Ben oui, Avoue pourquoi pas? qu'on est variés. Ben oui, c'est parfait. On est comme dans la vie. Plein, là, tu m'en donnes 4 de ces questions-là. Il y en a 5. Chouk, chouk, chouk. On brasse, on enlève celle-ci Merci. et on toffe celle-là. Alors, niveau Eros, comment s'est faite ton éducation à la sexualité? Quelle est ta définition du désir? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? As-tu déjà eu une peine d'amour? OK, fort intéressant. Toum, toum, toum. OK, on va y aller avec comment s'est faite ton éducation à la sexualité. Parce que ça va permettre d'ouvrir sur le rapport qu'on a aux hommes en ce moment comme société et rapport médiatique qui me désole et qui m'inquiète beaucoup. Mon éducation à la sexualité, elle s'est faite en grande partie par la pornographie. J'étais un jeune très curieux de façon générale. J'étais très curieux. Et j'étais curieux de ces choses-là. Et déjà, à mon époque, il y avait quand même un effort à fournir et des détours à prendre qui, malheureusement, selon moi, n'existent plus. Fait qu'il fallait que tu trouves la cachette de tes parents, il fallait que tu fouilles dedans, il fallait que tu replaces que ça paraisse pas trop si tu voulais garder l'accès, parce que sinon ils changeaient de cachette, puis il fallait que tu refasses le tour de la maison. Des livres, les revues, les VHS, ouais. les revues, écouter Bleu Nuit embrouillé, tout ça, tu sais. Puis trouver des amis que leurs parents n'ont, tout ça. Puis c'était pas que ça, parce qu'il y a aussi, je dois le dire, il y avait quand même une belle ouverture d'esprit de la part de mes parents. On a discuté de sexualité, puis ça a été aidant en cours de route. Mais il y a clairement eu quelque chose dans le rapport à la pornographie qui a pu teinter mon regard et en même temps, je dirais, nuire à une expérience plus facile et plus saine. Je pense que j'ai quand même eu de belles expériences, malheureusement trop jeune, notamment mon dépucelage, ça a été une catastrophe. Je le regrette beaucoup, puis j'espère que mes enfants vont prendre le temps de bien faire ça au bon moment. Puis moi, j'ai fait ça, je venais d'avoir 14 ans. Dans le sous-sol, dans ma chambre. J'avais pas le droit de fermer la porte quand j'étais avec ma blonde parce qu'il savait qu'on fricotait, il voulait garder l'œil. Puis là, je profitais que mon père était en train de travailler. J'entendais la dactylo. Puis là, je disais à ma blonde, elle qui était plus vieille, qui avait 16 ans, qui avait de l'expérience. Puis moi qui voulais en avoir, mais j'étais juste un petit cul de 14 ans, tu sais. Puis j'étais déjà pogné dans la consommation. Puis déjà, ça tournait trop vite dans ma tête. Puis là, j'ai comme dit, OK, on le fait là pendant qu'il travaille. Fait que là, tu fais l'amour pour la première fois, stressé en écoutant Dactylo. Faut pas qu'elle s'arrête, parce que si elle s'arrête, avec le costume de bain tassé, puis c'était vraiment pas glorieux, là. Mais j'ai beaucoup aimé, par contre, cette fille-là. Je la salue, Cindy. J'ai été très amoureux, trop jeune, peut-être. Effectivement, ouais. Ma première peine d'amour, ça a été violent, là, à 14-15 ans. Ça m'a vraiment fait mal. Mais donc, l'éducation à la sexualité, pourquoi je dis ça, c'est que les gars, déjà, c'est prouvé, il y a une question aussi génétique, là, les gars, c'est plus visuel, le désir passe beaucoup par ce qu'on voit et tout ça. Puis je pense que l'accès facile à la pornographie va nuire. Vraiment, au niveau des attentes, de façon de vivre, de la connexion avec l'autre, tout ça. Je pense que si on peut éviter, pas totalement, c'est peut-être juste retarder ou faire attention. En ce moment, il faut vraiment... C'est fou, là, avec Internet. Oui. Je veux dire, tu t'accroches dans le piton, puis t'as des options troublantes qui apparaissent. Oui, là, donc, puis en même temps,
en ce moment, j'ai une grande tristesse du regard qu'on pose sur les gars. Puis cette espèce de moquerie incessante qu'on a, tu sais, de se foutre de la gueule des gars qui s'entraînent, de se foutre de la gueule des gars qui sont pas dans le modèle validé par l'intelligentsia et par ce qui est bon de bien penser aujourd'hui à l'époque. Tu sais, on est très, très rigide dans notre morale. Moi, je pense qu'on est dans une époque de moraline incroyable. Là, tu sais. On joue à ça. Là. On joue à la morale comme on joue à la marelle. Là. C'est qui va le plus dénoncer, s'indigner, tu sais, sans trop se regarder le nombril bien souvent. Puis en commettant des injustices incroyables. Tu sais. Il y a des choses qu'il fallait qu'ils changent, il y a des révolutions qu'il fallait qu'ils se fassent, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours une période de terreur dans les révolutions? Pourquoi est-ce qu'il y a Camus, l'immense Camus, qui disait la seule justice possible est une nouvelle répartition de l'injustice. Puis moi, je trouve ça triste. Je trouve ça crissement triste que, au nom de faire entendre du monde, on en fasse taire d'autres, au nom de faire rayonner du monde, on se moque d'autres personnes. Tu sais. Puis notamment les gars, les hommes qui ont de la difficulté à s'exprimer ou qui sont plus dans un culte de l'entraînement physique ou qui sont tout simplement maladroits dans leur façon d'être ou de dire les choses. Tu sais. Puis moi, j'ai l'impression que à côté de ça, il y a tellement une pression forte, non seulement des réseaux sociopathes, mais aussi de la pornographie, de la culture anglophone, anglophile. Puis on sait que nos jeunes aussi ont de plus en plus de difficultés. Tu parlais de l'importance du langage, mais la réalité, c'est que nos jeunes ont de plus en plus de difficultés même à comprendre et à utiliser leur langue, sans compter tous ceux qui arrivent ici à qui on donne même pas de cours de francisation, qu'on n'intègre pas. Puis tu sais, là, on le sait, là, les jeunes dès la 4e année, là, ils ont beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus d'échecs au niveau des tests de lecture. T'sais. Donc, plus de difficultés à, peut-être, non seulement à l'école, mais à appréhender le monde à travers la littérature, à travers des textes informatifs et tout ça. Puis, à côté de ça, ben, ils sont bombardés d'images, de vidéos, de pornographie, de pression sociale. Fait que moi, je m'inquiète pour les gars, tu sais. Puis, je m'inquiète pour les filles aussi. Je reste à ma place. J'accompagne Geneviève, c'est déjà beaucoup pour moi, puis je prends plus la parole sur certains sujets. J'ai payé trop cher, mais derrière tout ça, puis derrière des prises de parole nécessaires, là, comprenons-nous bien, là, derrière des changements nécessaires, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'abandonner tant de personnes derrière? T'sais? C'est encore une majorité d'hommes qui se suicident. C'est encore les gars qui vont se pendre là, en très, très grande majorité. La violence est inacceptable quand elle est agie contre des gens, puis il faut absolument assurer la sécurité du monde autour. Mais la violence, elle est aussi retournée beaucoup contre soi. T'sais. Puis si on les accompagne pas, puis on leur apprend pas à gérer cette agressivité-là, cette impulsivité-là, qui est pas juste une question d'éducation. Là. Il y a aussi une patente dans le corps qui s'appelle la testostérone. Il y a aussi de la génétique, il y a aussi des hormones. Si on n'apprend pas aux gars que c'est correct ce qu'ils vivent, mais qu'il y a une façon adéquate de l'exprimer, puis si on se moque d'eux, puis si on ridiculise ceux qui prennent pas le chemin tout tracé par la doxa, on passe à côté de bien des gars. Là. On passe à côté de bien des hommes qui iront pas chercher de l'aide. Puis de toute façon, quand ils vont chercher de l'aide n'est pas adéquate. Les gars, ils vont chercher de l'aide en crise. Quand ils vont chercher de l'aide, ils ont besoin là. On les met sur les listes d'attente. Puis après, quand ils rencontrent enfin quelqu'un, s'ils sont un peu agressifs, on leur dit non, ici, c'est pas de violence, t'as pas de service. Il y a une différence entre l'agressivité et la violence. Puis après, quand ils ont des services, c'est quoi? C'est viens t'asseoir avec mes fleurs séchées et parlons de tes émotions. C'est pas tout à fait de même non plus que ça peut marcher. Il faut penser des façons différentes de faire. Il y a eu du travail de rue, mais aussi du travail de rang auprès des agriculteurs. Il y a de l'intervention pour les groupes d'hommes. C'est incroyable, les groupes de parole. Il y a des organismes spécialisés qui rayonnent pas. Mais je veux pas enlever à aucune cause, ni à aucun genre, ni rien. Mais plus qu'on parle de ça, de l'éducation, de la sexualité, puis des gars, il faudrait s'en occuper aussi.
Il va toujours avoir un débalancement. Puis oui, la justice va toujours se répartir, il va toujours avoir de l'injustice, mais est-ce qu'on peut travailler sur plusieurs fronts ou ne serait-ce que se soucier de plusieurs personnes en même temps? Puis pas juste se dire « Ah, ben ça a été injuste envers les femmes pendant des années. Ben là, c'est correct que ce soit injuste envers les gars parce que ça a été... » Mais non, pourquoi ce serait pas juste pour tout le monde? Pour tout le monde. Pourquoi on n'essaye pas de trouver un endroit où on se parle puis qu'on se parle pour vrai, là? Pas juste de condamner puis l'anathème. Puis... Jeannette Bertrand a écrit 2 romans. J'oublie 2 romans il y a quelques années. Puis c'était... on parlait d'un gars qui avait de la misère à gérer justement ses émotions jusqu'à temps qu'il décide, un des personnages, d'aller dans un groupe d'hommes. Puis le 2e livre, elle parle beaucoup des groupes d'hommes. Puis je me souviens, j'avais fait une émission avec Jeannette et 3 représentants de groupes où les hommes pouvaient aller se confier. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'il y en a un qui disait, tu sais, des fois, là, tu viens t'asseoir, puis ça peut prendre 1 an avant que tu prennes la parole parce que ça ne te tente pas avant. Tu sais, on ne met pas de pression, on met... parce qu'il y en a pour qui c'est plus difficile de dire... c'est comme un état de vulnérabilité ou dire, tu sais, pour certains de dire j'ai besoin, mais non, des fois, tu peux juste écouter. Mais tout ça pour te dire que c'est un show différent de tout ce que j'avais fait et je m'attendais pas à ça, mais les codes d'écoute ont été incroyables et de réécoute de cette émission-là. Je pense vraiment que d'en parler, de dire qu'au moins de parler des ressources qu'on a déjà, parce que dans le milieu communautaire, il y a des ressources. Et si elles avaient plus de fonds, plus de façons de se financer, plus de partenaires, il y en aurait encore plus dans toutes les régions du Québec. Ouais. Parce qu'on dirait que les hommes adhèrent assez bien à la notion de groupe aussi, de ne pas se sentir seul, Oui, effectivement. C'est peut-être plus facile aussi pour les gars, justement, de ne pas avoir comme le focus direct, qui déballe tes affaires. Tu sais, ce modèle d'intervention-là, probablement, est moins adéquat avec les hommes. Mais en même temps, il y a aussi la réalité de se sentir compris par les hommes, parfois, justement, dans une expression qui peut être plus agressive, plus maladroite, qui va avoir des mots qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et ne serait-ce que les groupes d'hommes ou les fraternités anonymes de toutes sortes, qui aident beaucoup de gens. La force du groupe, la force du nous aussi, c'est de créer du réseau social, c'est de créer du lien. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus naturel pour les femmes d'entretenir le réseau social. Souvent, les femmes ont beaucoup plus de soutien en temps de crise. Tu regardes une rupture, tu sais, souvent, c'est la femme qui repart avec le réseau social, puis qui l'entretient, puis tout ça, puis le gars qui s'isole, puis... c'est au-delà de l'éducation. Là. C'est pas juste une question d'éducation. Selon moi, là, il y a un paquet de facteurs, il y a un paquet de raisons. Oui, la socialisation joue pour beaucoup. On dirait que le gars, il faut le rappeler aussi. Il y a comme un... Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. De quoi de beau et de triste en même temps. Ouais. Il y a un de mes bons amis, je le salue. On ne donnera pas son nom par souci de confidentialité, mais c'est un gars que j'aime beaucoup, chez qui je me suis entraîné. C'est un ancien culturiste qui est rendu à 72 ans puis qui s'entraîne encore. T'sais. Puis le gars, il était tannant à une certaine époque, puis il n'y a pas un fonds de pension classique, puis, mais c'est un magnifique humain, mais qui a souffert beaucoup dans les dernières années, qui a vécu des conflits familiaux, puis qui s'est retrouvé très isolé, comme beaucoup d'hommes à cet âge-là. Quand tu n'as pas une conjointe, justement, pour avoir un petit réseau social, puis tout, à 72 ans, souvent, tu es tout seul chez vous, puis tu sais pas trop, là, tu sais. Puis ce gars-là, il a beaucoup souffert, puis à force de lui dire, d'aller chercher de l'aide, puis de lui nommer comment faire, il s'est mis sur une liste d'attente. C'est 3S. Il a vu, après des mois d'attente, une intervenante. Il l'a rencontrée quelques fois. Il a développé des sentiments pour cette personne-là. Le gars, il est tout seul dans son appart. Il y a quelqu'un qui s'occupait de lui, qui était intéressé. Exact, puis qui était intéressant. Ouais. Il lui a nommé qu'il y avait de l'intérêt pour elle. Fin de suivi. On ne peut pas continuer, ça va interférer. Fin de suivi, on te remet sa liste d'attente. Fait qu'il retourne attendre pendant je ne sais pas combien de mois, je pense d'années. Autre rencontre, il débarque là. Il nomme ce qu'il veut vivre, notamment par rapport, c'est un enfant de Duplessis, par rapport à ce qu'il a vécu dans sa chair avec les pensionnats puis tout, tu sais. Puis l'intervenant lui dit « Non, on n'ira pas là, c'est du passé, tout ça, tu sais. Nous autres, on fait du court, moyen terme, je sais pas, tu sais. » Fait que là, ça le met en crise. Il exprime l'agressivité. Oh, agressivité, on peut pas faire de suivi, ça se finit là. On va vous remettre sa liste d'attente. Fuck ta liste d'attente, je veux plus rien savoir.
Fait que là, ils se retrouvent sans intervenante. Puis je dis pas qu'il y était mauvaises intervenantes. Il y en a des super dans le réseau. J'en connais plein des bonnes intervenantes, des bons intervenants dans le réseau public. Mais le système, il fonctionne pas pour ce genre de gars-là, clairement. Puis ce genre de gars-là, il a envie de la détresse puis il aurait besoin d'aide. Fait que là, finalement, je débarque chez lui puis je le vois qu'il souffre, tu sais. Puis moi, j'essaie de l'accompagner un peu là-dedans. Je dis, on va te trouver de l'aide. On te laissera pas de même. J'appelle une ressource pour hommes avec lui, parce que les gars aussi, quand on les réfère, faut être sûr qu'ils sont en contact. Parce que tu leur dis, appelle-là, non seulement il appellera pas, ou il va appeler bien plus tard, peut-être trop tard, mais il ira pas jusqu'au bout. Tu sais, s'il appelle puis il nomme son affaire à moitié, il dit ça, c'est peut-être pas nous, clac, fin de l'appel, fin de la démarche. Fait que moi, j'appelle avec lui. Oui, je vous le passe, clac, devant lui. Lui, il dit, je vis ça. OK, on va vous rencontrer pour une évaluation. Il arrive à l'évaluation, il dit, OK, bon, ben là, puisque vous avez été victime de X, vous avez droit à l'IVAC. Donc, vous allez aller au CAVAC pour avoir une évaluation, pour faire rembourser votre psychologue. Mais non, c'est fini, il ne fera pas tout ça. Fait que finalement, je rappelle au centre de prévention du suicide où j'ai travaillé il y a des années, puis ils disent, OK, on va le voir, on va le prendre. Il y va, il est allé un peu. Finalement, ça clique pas tant. Fin de suivi. Puis là, cet ami-là, que j'aime, que je vois en détresse, avec toutes ces démarches-là, compliquées, se retrouve quand même, finalement, un peu isolé. T'sais. Il y a quelques amis proches qui l'aiment fort, puis on le soutient. Il y a des gens dans sa famille pour qui il y a tellement d'amour, puis on sent qu'il peut avoir quelque chose qui se passe pour l'aider là. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Le système n'est pas fait pour des gars qui expriment un peu d'agressivité ou qui sont maladroits dans leur façon d'être en relation d'aide, qui connaissent pas le système, qui feront pas 3 démarches pour aller se faire rembourser un psychologue par un programme du gouvernement qu'il faut que tu gardes ta facture. Non, mais puis tu sais, c'est ça. Puis déjà, ça, il faut avoir beaucoup d'énergie. Faut le faire avant quasiment d'avoir besoin d'aide. C'est tout ce que tu viens de nommer comme étape. Exact. Mais il y a aussi plein de ressources communautaires super efficaces. Il y a des milieux de vie, des organismes alternatifs en santé mentale, il y a des ressources pour hommes. Mais c'est un filet de sécurité. Les organismes communautaires, c'est un filet de sécurité qu'on a au Québec. Puis le réseau public, il y a du bon aussi. C'est dur d'y être, mais quand tu es dedans, il y a des bons intervenants. Mais c'est difficile d'avoir de l'aide au Québec. Pour vrai, là, obtenir du soutien. Heureusement qu'il y a les fraternités anonymes, qu'il y a les groupes d'entraide pour hommes, qu'il y a les lignes de crise, un 866 appel pour les personnes suicidaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a des ressources, mais souvent, il faut cogner à plein de portes, puis il faut le faire jusqu'à temps que ça marche. C'est pas vrai. Il faut accompagner ceux qui ont de la misère à le faire. Surtout les hommes, parce que c'est prouvé scientifiquement, les hommes vont beaucoup moins jusqu'au bout de la démarche de demande d'aide. Il faut s'assurer qu'il est en contact avec la ressource ou l'accompagner nous-mêmes pour que le contact se fasse. Dernière question, David, celle d'Optoréseau. Si l'on regarde en arrière, qu'est-ce que le petit David penserait de l'homme que tu es devenu? Wow! C'est particulier à quel point on connecte à l'enfance de façon particulière quand on fait cette jonction-là entre ce que nous sommes et ce que nous étions. Je pense que l'enfant que j'étais serait plutôt fier de moi. En même temps, il y aurait une certaine fatigue qui traverse. Il y aurait une espèce de côté t'en fais encore autant. T'es encore aussi occupé, préoccupé. Il y a quelque chose de ça. L'enfant que j'étais, ça spinait tout le temps. Puis déjà, j'étais dans les projets, puis tout. Puis des fois, je regarde, puis même pas si loin. L'autre fois, je pensais à ça. Les 10 dernières années, je me disais, bon, là, puis j'avais pris une année plus relax. J'ai juste fait 5 textes à la télé. J'ai pris ça plus relax. Puis ça a pas suffi. Puis là, j'ai des projets de déménager à la campagne. Puis en tout cas... Puis, j'espace mes projets, mais je me dis, quand même, dans les 10 dernières années, j'ai publié 5 romans, 3 recueils, j'ai fait des albums, j'ai écrit 2 spectacles, j'ai fait 2 tournées. Un moment donné, pourquoi soulever des vagues de réactions si tout ce que je peux accueillir passe par le chat d'une aiguille, par le trou d'une aiguille, donc faut que je me dépose, comme disait Blaise Pascal, le malheur du monde vient de notre incapacité à rester assis seul dans une chambre noire. Puis j'apprends à le faire.
de plus en plus contemplatif. Je marche beaucoup, je médite. Fait que l'enfant que j'étais me dirait sûrement c'est correct, David. C'est assez. T'es suffisant, puis t'as fait ce que t'avais à faire. Tu peux te reposer. L'ami Richard Séguin m'a envoyé un magnifique poème un moment donné de Roberto Juarez, un poète argentin. Puis ce poème-là me fait du bien et il nous donne le droit aussi de nous déposer. Donc, je te l'offre, ce magnifique poème de Roberto qui dit « Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid. Des ombres qui peut-être existent ont retrouvé leur corps. Des paroles qui existent ont recouvré leur silence. Ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde, en obtenant que quelque chose pèse aussi sur le plateau vide de la balance. » Alors, reposons-nous un peu, Marc-Claude. Mais moi, parce qu'on dirait que tu me parles tellement quand tu dis ça. Ouais. Si moi, je voulais pas me remettre dans un état dans lequel je suis. Tu sais, jamais avoir de moment d'arrêt, là, de paix, on dirait, mais de toujours penser à la prochaine affaire qui nous attend. J'ai comme l'impression que c'est un trait de caractère, ça. Ben, il y a de l'homéostasie là-dedans. C'est sûr qu'il y a un équilibre. On apprend à fonctionner Il y a comme quelque ça, chose. Parce que quand tu écoutes ce poème-là, dans le fond, il faudrait qu'il soit écrit à plusieurs endroits pour me le rappeler. Parce qu'on dirait qu'on a envie d'être ça. On a envie de se calmer, tu sais. Je peux pas te laisser sans te parler de ton dernier livre, qui est La langue. Oui, Ta langue. Ta langue, excuse-moi, Oui, Ta langue. Qui est sur la langue, mais qui s'appelle Ta langue. Qui s'appelle Ta langue. Absolument, on parle pas tant de ce qu'on vient de faire, mais je trouvais ça important parce que ça nous concerne tous. Ouais. Tous ceux et celles qui écoutent ce podcast-là, ça les concerne, Ta langue. Donc, tu es allé... D'où est venue cette idée-là? Ça, je suis vraiment content. Tu vois, en fait, cet automne, je vais bien un jour à la fois, puis je vais bien notamment parce qu'il y a 2 beaux projets qui arrivent enfin à terme, puis que je ne porte pas seul. Ta langue, c'est 12 auteurs, autrices qui m'ont accompagné là-dedans. Puis à côté, il y a le livre de Geneviève, tu sais, Geneviève qui comme wow, puis que là, je veux juste l'aider à faire rayonner le livre qu'elle a écrit, qui est incroyable. Mais Ta langue, donc c'est le premier qui est paru en octobre. Celui de Geneviève va paraître en novembre. C'est le Robert Québec, tu sais, déjà, qui m'a fait une belle surprise en me rentrant dans le dictionnaire à 43 ans. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop jeune, puis j'aurais pris un petit 10-15 ans encore, mais bon, OK, tu sais, c'est quand même signe. Ouais, tu le prends, T'es plus dans relève, le grand. T'es plus dans relève, c'est fini, tu sais. Mais, donc, j'ai appris, il voulait partir une maison d'édition, avoir une antenne au Québec. Donc, déjà, pour moi, c'est wow, quelle reconnaissance pour le français québécois. Il n'y en a pas dans toute la francophonie. Là. Donc, OK, vous reconnaissez que notre langue est différente, qu'elle est riche. Et là, ils disent, on veut faire une œuvre collective autour de la langue. On voudrait que ce soit toi qui le dirige. Puis honnêtement, j'étais débordé à ce moment-là. J'étais dans le travail d'édition, le spectacle, tout ça. Mais j'ai dit, OK, j'ai pas le choix, je vais le faire. Et là, j'ai voulu, puis c'était ça la condition que je leur ai dit, là, ce sera pas un guide de 50 expressions mignonnes du Québec pour... non, on va débattre, on va réfléchir dans tous les sens. Et j'ai invité 12 personnes. D'ailleurs, au début, il y en avait juste 10. Puis là, je me suis battu pour en rajouter au moins 2 parce que je voulais une présence des Premières Nations, une présence du milieu anglophone, une présence du français au Québec, acadien. Je voulais la parité homme-femme. Je voulais beaucoup, tu sais. Mais ils ont embarqué. C'est vraiment une belle équipe. Et pour moi, ce qui est important, il fallait absolument que je ne sois pas d'accord avec tous les textes. Il fallait absolument que ce soit un livre riche par ses contributions originales. Donc, on a un texte de Michel Tremblay sur les sacs, de Stéphane Bureau sur la sclérose de la pensée. On a Mélissa François sur le rapport aux anglophones à Montréal. On a... Moi, c'est Edith Butler qui m'en a parlé. Elle est tellement contente d'avoir participé à ce livre-là. C'est magique sur l'Acadie. Jean-François Letourneau sur le voyage. C'est vraiment 12 textes puissants. Et il y a des textes qui se contredisent, et tant mieux, tu sais. Puis il y a des voix qui sont un peu controversées, puis tant mieux, tu sais. Je peux l'être aussi, moi, ça fait mon affaire. Quand le corridor entre le consensus lâche et la pensée harnachée se fait de plus en plus petit. On n'est pas dans une chambre à écho, là. Non, absolument c'est ça, pas. On sort de là. Même, justement, Frédéric Lacroix, tu sais, il y a des gens qui ont dit...
tu peux pas publier ce gars-là. Ah non, mais regarde-moi bien aller, tu sais. Et son texte est très documenté, très intelligent aussi là-dessus. Puis Marie-France Bazot qui vient dire quelque chose de complètement différent. Puis là, après, c'est au lecteur à se positionner. Et entre chaque texte, j'ai choisi des poèmes et des citations de plein de grands de notre monde pour montrer aussi la beauté de la langue. Tu sais. Puis je sais déjà qu'il y a des profs en francisation qui l'utilisent, le livre. Je sais qu'il a fait réfléchir des gens. Je suis vraiment heureux. Le livre il est encore meilleur que je l'espérais. Donc, ta langue, allez. Ben merci. C'était génial, ouais, ça passe vite. Ça passe vite, ouais, hein? Vraiment, ouais, là. Puis, écoute, il y a tellement d'affaires qu'on aurait pu rajouter parce que je trouvais qu'avec toi, à toutes les fois que tu disais de quoi, je me disais, OK, on va rester dans son ouvre ton jeu, mais ça m'intéressait. Je voyais des émissions que je pouvais faire presque sur plein de thèmes. Bon, écoute, il y aura d'autres saisons. On aura d'autres, exactement. On pourra se voir sur différents thèmes. Mais merci, vraiment, ça a été grandement apprécié. Et j'ai déjà hâte de lire les commentaires de tout ce que tu as dit. Les gens réagissent beaucoup suite à la diffusion du podcast. Parfait. Merci pour ta générosité, Marc-Claude. C'est toujours un plaisir, David Goudreau. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là et on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.